Alors voilà, j'ai devant moi 3 réalisateurs et réalisatrices de films et ils m'ont demandé, ce sont les seuls invités, au bout de 620 invités, à me demander comment ils étaient cadrés. On voit là les professionnels. Qui est Antoine? C'est toi, Antoine Barraud. Qui est Christophe? C'est toi, Christophe Cognier. Qui est Elisabeth Jonio? C'est toi. Tout va bien, Tommy? Tommy qui nous revient de 3 semaines du CFPJ et qui est donc à la régie. Aujourd'hui, on va parler du cinéma d'auteur, tellement honni. Ce ciné d'auteur et d'autrice qui est à la croisée des chemins, crise économique, défection publique, bataille politique, quid de la continuité des revenus des artistes, auteurs, autorices. Quelle part prendre dans la... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit autrice et pas autrice, mais on verra. Quelle part prendre dans la bataille contre Bolloré qui détient Canal+, le grand argentier historique du cinéma? Comment contrer les raids fachos sur Allociné, Instagram et autres? Et les violences sexistes et sexuelles? Où commence la résistance? Où s'arrête la complaisance? Et la production verte dans tout ça, la production carbone, oui, c'est monsieur qui s'occupe de ça, vœux pieux ou réel possible? Au poste a donc la joie de vous recevoir. Vous préférez que je dise réalisatrice, réalisateur et réalisatrice? Qu'est-ce que vous préférez? Parce que ça fait pas longtemps qu'il y a le mot réalisatrice, hein, Elisabeth, dans votre nom. Oui, ça fait à peu près 1 an. On s'est bien battu, entre filles surtout, hein, à la SRF pour que les réalisatrices, c'est difficile à dire, hein, apparaissent clairement dans l'intitulé de la SRF, hein, voilà, pour les visibiliser, parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. C'est bien connu. Et effectivement, aujourd'hui, les auteurs et les auteurices, alors on dit auteurice, hein, pourquoi on dit auteurice? C'est simplement la contraction de auteur et autrice. Oui. Donc voilà, on fait un seul mot pour nommer les hommes et les femmes auteurices de films, de livres, etc. Toute cette grande famille des artistes et des auteurices. Alors, vous êtes donc tous les 3 des réalisatrices et des réalisateurs. Auteur, réalisateur. Auteur, réalisateur. Auteurice. Rice. On peut dire cinéaste aussi. On peut dire cinéaste, bien joué, bien joué. On peut dire cinéaste. Il faut rappeler ce que c'est que la SRF. Ça arrive en 68, mai 68. Il y a quelques-uns de vos aînés qui disent c'est quoi ce bordel à Cannes? Pourquoi on fait Cannes alors qu'il y a la Révolution à Paris et ailleurs? Et de là, la SRF se crée, c'est ça? Oui, c'est un ancrage politique très fort dès le début. La SRF, c'est déjà à droite. Plutôt pas. Et aujourd'hui, oui, c'est une association qui regroupe à peu près, je crois, 450, un peu plus de 450 même cinéastes, oui. qui sont dans tous les formats et dans tous les genres, c'est-à-dire à la fois du court-métrage, du moyen-métrage, du long-métrage, du documentaire, de la fiction, de l'animation, parfois même de l'expérimental. Et on travaille sur tous les sujets graves, importants ou complètement futiles liés au cinéma. Quand je dis futile, ça peut être du pur plaisir. On a par exemple un ciné-club de la SRF et on a des groupes comme ça qui sont liés au vrai plaisir du cinéma, au plaisir de la salle, au plaisir de se rencontrer, au plaisir de partager. Il y a des écoles de la SRF, il y a des ateliers de la SRF. Et puis il y a donc tous les sujets qui concernent le financement du cinéma, l'encadrement du cinéma, notre rapport au CNC, nos rapports aux distributeurs, aux diffuseurs, etc. Et puis surtout tout ce qui encadre le travail des auteuristes, justement, tout ce qui va encadrer aussi les tournages, à la fois effectivement sur le problème des VHSS ou à partir depuis quelque temps en tout cas sur la question de l'écologie, etc., etc. Tout ça sont des chantiers qui sont des chantiers ouverts et continus, on va dire, à la SRF, représentés par des groupes de travail qu'on décide un peu nous-mêmes chaque année. Certains sont des groupes hyper anciens, d'autres sont des groupes tout nouveaux. Et voilà. Kamel, dans le chat, dit que tu penches un peu trop à gauche. C'est-à-dire que ton oreille, masque, c'était bien la peine de demander comment vous étiez cadré. Hein. Ah ouais. C'était pour savoir si on pouvait avoir des ordis là pour faire anti-sèche ou si ça se voyait trop. Mais vous pouvez avoir des anti-sèches. Tu voulais ajouter quelque chose ? Pour ajouter, la SRF est aussi fille de la politique des auteurs. C'est-à-dire, la politique des auteurs, c'est ce qui dit que l'auteur d'un film, c'est le cinéaste, c'est le réalisateur. C'est pas le scénariste, c'est pas les acteurs, c'est pas le producteur. C'est
donc la centralité, on défend la centralité du réalisateur dans le cinéma. Et on est là aussi, et c'est dans les statuts de la SRF, pour défendre la liberté de création, de diffusion des œuvres. Voilà. Liberté qui est... La liberté aussi des auteurs et des autrices, parfois à l'étranger, qu'on peut soutenir aussi. Le cas échéant. Liberté qui est plutôt mise à mal en ce moment, on va y venir. Alors pourquoi Au Poste invite des gens nantis? Ah oui, dans le cinéma c'est très riche, vous avez plein de pognon, qu'est-ce que vous foutez au Poste? Est-ce que vous voulez répondre à ça? Parce que peut-être qu'il faut simplement, avant d'entamer les dossiers dont on a parlé, expliquer, non pas vos revenus, mais le financement du cinéma, quelle est la réalité de tout ça, parce qu'il y a énormément de fantasmes, de saloperies, qui alimentent d'ailleurs une partie de ce dont on va parler tout à l'heure. Je peux peut-être démarrer justement sur la question des auteurs et des autrices. Les nantis du cinéma, les nantis de l'art et de la culture, c'est un petit peu pour démentir tout cette idée reçue d'auteurs, d'autrices qui se gavent d'argent public, qui se gavent de droits d'auteur, qui se gavent et qui sont absolument nantis et ont une vie formidable. En fait, la réalité, c'est pas du tout celle-là. La réalité, c'est que bien que les auteurs, les autrices, les artistes soient à l'origine de toute œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un film, il n'y a pas un livre, il n'y a pas un spectacle sans auteur, sans autrice. C'est eux qui font vivre les secteurs de la culture, tous les secteurs du cinéma, de l'édition, de l'art contemporain, etc. Des secteurs qui génèrent des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Je crois que c'est... Bon, je ne sais pas trop les chiffres, c'est énorme. Qui génèrent des centaines de milliers d'emplois. Je crois que c'est à peu près 650 000 emplois dans le secteur de la culture. Mais eux, ce sont les plus précaires, ce sont les auteurs et les autrices, qui sont pourtant le pilier de tous ces secteurs. Sans eux, il y aura rien de tout ça. Alors, en termes de chiffres, on peut dire que à peu près 75% des auteurs et des autrices, tous secteurs confondus, on parle des photographes, des arts plastiques, des cinéastes, bien sûr, des chorégraphes, tous les gens qui créent, 75% des auteurs et des autrices gagnent moins de 10 000 euros par an de revenus d'auteur. Donc on est loin, on est loin de la richesse, et il y a à peu près, je crois que c'est 10% qui vont au-delà de 24 000 euros par an. Donc vraiment, c'est le revenu médian des Français. Donc 10% qui atteignent le revenu médian. Donc on est très loin du compte. Alors pour rentrer un petit peu dans les détails, comment on a pu en arriver là? Parce qu'il y a le mythe de l'auteur pauvre, oui mais c'est un peu inhérent à sa condition, etc. Eh bien non, en fait c'est tout simplement lié à un mode de rémunération. On est rémunéré en droit d'auteur. Alors le droit d'auteur, c'est un droit moral, un droit de la propriété sur une œuvre. C'est un droit propriété morale sur une œuvre qui permet de protéger les œuvres, et c'est tout à fait heureusement que ça existe. Mais c'est un droit ce sont des droits qui tombent une fois que l'œuvre est achevée. C'est-à-dire qu'on est payé au résultat, en fait. On est payé au bénéfice des œuvres que nous avons créées. En l'occurrence, des films. Même si dans le cinéma, il y a des avances, des minimums garantis, etc. Mais ça intervient souvent assez loin dans le processus de création. Et puis sinon, c'est annexé aux droits de diffusion en salle ou à la télévision. Donc tout ça c'est très bien, sauf que donc c'est annexé sur les résultats, sur les bénéfices. Donc ça veut dire que les films qui rapportent le plus d'argent, les auteurs gagnent de l'argent, mais tous les autres, et c'est énormément de gens qui ont des diffusions confidentielles, parfois pas de diffusion du tout, des projets qui n'arrivent jamais à terme. Enfin ça fait partie du lot commun. C'est tout à fait du processus de création. Et donc effectivement, juste tout ce que tu dis n'existe que quand le film se fait. Voilà. Ce qui est déjà une petite portion voilà. du travail de tous les auteurs et de toutes les autrices. Énormément de films sont écrits, travaillés pendant des années et ne se font pas. Auquel cas, ils ne généreront pas les droits d'auteur dont parle Elisabeth. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a le droit d'auteur protège l'œuvre, mais ne protège pas les travailleurs et les travailleuses qui ont œuvré pendant des mois, voire des années pour créer cette œuvre. Donc il y a un impensé, c'est le travail de l'auteur, et donc à quelques-uns, depuis quelques années, il y a quand même des gens, surtout qui viennent des arts plastiques, qui se sont proclamés nous sommes des travailleurs de l'art, des travailleurs et des travailleuses de l'art, ce qui permet aujourd'hui de penser droit social, les droits sociaux des auteurs.
Donc c'est comme ça que on est arrivé avec plusieurs organisations professionnelles, syndicats, donc des gens des arts plastiques, le SNAP CGT par exemple, le STA CNT SO, donc des gens plutôt des arts plastiques, mais aussi des auteurs de livres, etc. Le Parti communiste aussi, qui nous a bien aidés sur ce coup-là, à travers un député qui s'appelle Pierre Baréville. Là tu vas directement sur le sujet de la continuité. Voilà. Mais on en reparlera après. Mais simplement, voilà. Donc on arrive aujourd'hui à penser des droits sociaux pour les auteurs. C'est nouveau et c'est assez révolutionnaire, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, c'était pour parler du financement du cinéma, puisque c'était un peu la question que tu posais. Les films sont financés pour une part d'argent public, justement pour une part d'argent public, pour une part d'argent privé. Pour ce qui est l'argent public, c'est un fonds qui est géré par le CNC qui redistribue de l'argent, donc ramasse le CNC, et cet argent qui abonde le CNC provient d'une taxe qui est, donc c'est pas un impôt, c'est une taxe qui est payée, qui est prélevée sur le billet d'entrée des spectateurs de cinéma et sur la vente des films dans les chaînes de télévision. Donc c'est le cinéma qui finance le cinéma, en fait. C'est le spectateur de cinéma qui finance les films à venir. Évidemment, plus il y a d'entrées une année, plus le CNC a de l'argent à redistribuer l'année d'après dans les films à venir. Donc c'est un des endroits. Voilà. Donc quelqu'un qui ne va pas au cinéma ne finance pas le cinéma. Ça il faut le savoir, c'est très important. Donc ne dites plus ces films de merde financés avec nos impôts. Voilà, c'est parce pas que les là, impôts. vous êtes Alors, deux fois con. Il y a quand même de l'impôt, pour être tout à fait honnête et pour dépiller les choses. Il faut l'être tout à fait. Il y a deux endroits où l'impôt arrive, c'est le crédit d'impôt, c'est-à-dire des tournages qui viennent en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt aux producteurs. Ça attire autant des productions étrangères que des productions françaises. C'est pour faire travailler les techniciens français, les hôteliers français, les transporteurs français pour attirer des tournages. Donc c'est de l'argent qui est redistribué d'une certaine façon, le crédit d'impôt dans l'activité. Et le deuxième endroit où il y a de l'impôt, c'est dans les aides régionales. Les régions, les collectivités locales financent aussi le cinéma. Et souvent, il y a toujours des critères de régionalité des aides, c'est-à-dire qu'il faut que l'argent qui est donné à un film soit dépensé dans la région. Donc c'est pour là aussi attirer des tournages, et souvent il y a même des critères. Si une région donne, mettons, 1 000 €, il faut dépenser 1 500 € dans la région. Donc en plus, c'est pour attirer, voilà. Donc c'est aussi une subvention, c'est une subvention qui vient de l'impôt, mais qui bénéficie aux acteurs locaux, pareil, les techniciens évidemment locaux, mais aussi les hôteliers, mais aussi les transporteurs, mais aussi les restaurateurs, puisqu'un tournage, c'est des gens qui viennent vivre pendant un certain temps pour faire le film. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été chiffré même à un moment, et c'est vrai que la répercussion des aides régionales qui effectivement viennent, celles-là, de l'impôt, sur les travailleurs en région, notamment, elle est absolument colossale, comme dit Christophe, sur les hôtels, les restaurants, les gens qui vont venir faire de la figuration, les transports, effectivement, tout ça, c'est quelque chose de colossal. Et juste par rapport à ce que tu disais sur le CNC qui est financé par cette taxe prise sur le billet, etc., il faut quand même se rappeler à quel point ça, c'est une énorme victoire politique de l'après-guerre, puisque c'est le moment où le cinéma hollywoodien veut absolument inonder le marché international, mondial des films hollywoodiens. Et la France est à ce moment-là peut-être le seul, je crois, pays qui résiste à ça et qui dit très bien, mais on prendra une taxe. Et Hollywood résiste et dit hors de question, nos films, c'est nos films, nos bénéfices, c'est nos films, c'est nos bénéfices. Et l'État français, à ce moment, dit c'est ça ou rien. Donc soit il n'y a pas de films américains en France, soit s'il y a des films américains, nous prendrons une taxe sur tous les films, pas que les films américains, mais sur les vôtres qui feront sûrement beaucoup d'entrées, ce sera une taxe qui représentera une somme importante. Hollywood a finalement accepté ça, et c'est quand même une immense victoire politique qui a fait que la France, encore aujourd'hui, donc plus de 70 ans après ça, est encore la 3e cinématographie du monde, alors qu'on est quand même très loin d'être la 3e déjà population ni puissance du monde. Donc si notre cinématographie est aussi riche, si notre vivier d'auteurs et d'autrices est aussi riche, vivant et divers, si le système du cinéma français est envié dans le monde entier, il a notamment été copié il y a quelques années par la Corée du Sud, et tiens, tout d'un coup, on n'a jamais entendu parler de la Corée du Sud, et tout d'un coup, on a
Parasite, Hong Sang-soo, etc. C'est parce qu'ils ont copié ce système incroyablement intelligent, redistributif, solidaire et incroyablement malin du cinéma français de l'après-guerre. Donc c'est avant tout quand même une grande victoire politique. Il faut insister sur le fait qu'il y avait un consensus politique de tous les partis à l'époque pour ce système. Exactement. En France, en fait, de la droite et de la gauche. Ça, c'est très important de comprendre que la défense du cinéma, du cinéma français, cette façon vertueuse de faire circuler l'argent et de financer la création, c'était un consensus, et ce consensus est peut-être en train de se fissurer dans les temps actuels. Voilà, c'est la merveille des unions de l'après-guerre. Il me semble que le CNC, je te donne la parole juste après, qu'au départ, le CNC est une émanation du ministère de l'Industrie d'ailleurs, hein, et pas de la Culture. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est quelque chose de massif et qui aujourd'hui perdure encore. Quoi. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Elisabeth ? Non, je voulais juste rajouter quelque chose, non pas pour modérer un petit peu l'enthousiasme, c'est que heureusement qu'on a le CNC, et c'est grâce au CNC qu'on arrive à faire des films, mais il faut quand même rappeler que la majorité des aides distribuées sont des aides sélectives, extrêmement sélectives. C'est-à-dire qu'il y a moins de 10% des dossiers déposés qui ont une aide. Alors, les aides les plus sélectives, ce sont les aides attribuées aux auteurs. Il y a une seule aide qui est une aide automatique qui s'appelle l'aide à la conception, mais qui est liée au fait d'avoir sorti un film l'année d'avant, etc. Sinon, c'est les aides à l'écriture, au développement, qui sont attribuées aux autoristes, mais voilà, ce sont des concours. À chaque fois, en fait, on peut dire qu'on passe notre vie à passer des concours extrêmement difficiles, sans aucune garantie, avec un travail en amont considérable, et là encore une fois, très peu rémunéré. Donc voilà, le CNC, c'est super, et heureusement qu'il est là, mais effectivement, il y a quand même encore toute cette notion de travail en amont, pas ou peu pris en charge. C'est un secteur ultra concurrentiel, en fait, ça c'est sûr que... C'est-à-dire que vous êtes concurrent. On peut être concurrent, peut être très amis, très proches. Moi, ma compagne est cinéaste, on s'est retrouvés concurrents. Dans une aide, par exemple où il y a un taux de 10% de réussite. Alors, voilà, ça n'arrange pas les Alors, dîners au poste, de famille. on est pour le désordre, mais pour la paix des ménages, donc on ne va pas non plus... voilà. Et l'honnêteté commande de dire, d'ailleurs, que nous sommes concurrents, puisque j'ai aussi cette casquette de réalisateur, et comme vous, j'ai complètement oublié de le préciser, mais je pense que c'est important de le dire, comme vous, j'ai été membre du conseil d'administration élargi de la SRF. Vous êtes membre élargi aussi, hein, tous les trois. Non, moi je fais partie du CA, même du bureau. Ouh la vache, le respect. Mais avant moi... Et donc tu avais gagné contre ta femme ou pas? C'est quoi l'histoire? Bon, non, ça ne nous regarde pas. Je crois qu'on l'avait pas eu tous les deux. Très bien. Génial. Qui nous permettait de pester ensemble. Ça c'est beau, ça c'est très très beau, cette solidarité dans la défaite, magnifique. Bon, très bien. Donc voilà. Juste sur l'histoire des nantis aussi, c'est une image qui est une image qui cherche à détruire, hein, qui cherche à diviser, qui cherche à décrédibiliser, et qui est particulièrement pénible quand on voit, là je peux parler du cinéma, mais on peut parler du théâtre aussi, hein, où dans le théâtre quand même l'immense majorité c'est avant tout des mois et des mois de répétition pas payées. Oui. Hein, donc le plus souvent quand même les comédiens, les comédiennes sont payés aux représentations, mais ne sont pas arrivés le matin pour réciter leur texte le soir. Il y a un travail colossal. De la même façon, les auteurs, les autrices, parfois on peut être impressionné par la somme allouée à un scénario, je sais pas, par exemple 20 000 € pour un premier scénario ou 15 000 €. Ouais. Et oui, mais il faut imaginer que c'est étalé, déjà c'est brut, et il faut imaginer en plus que c'est étalé sur 2 ans, parfois 3 ans, avec des versions permanentes qu'on nous redemande après un échec au CNC ou à une des commissions dont parlait Christophe et Elisabeth. Donc c'est ça aussi quand même la vérité. Hein. Oui, bien sûr. Alors justement, il y a Renan dans le chat qui dit c'est une industrie. Est-ce que le malentendu il n'est pas là? C'est-à-dire que c'est une industrie qui repose sur des artisans. Le réalisateur c'est un artisan. D'ailleurs, tout le monde est artisan en fait, à peu près, par le producteur. Ça a toujours été les deux. Ça a toujours été et une industrie et un art en fait. Et,
quelque part de l'artisanat, c'est une industrie du prototype d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et c'est bien ce que veulent changer les majors en essayant de sérialiser les façons de faire les films, de les écrire et de les produire. Mais nous, dans ce qu'on fait, nous, dans le cinéma d'auteur, c'est effectivement une industrie. C'est un film, ça coûte de l'argent. Et c'est incompressible, il y a des dépenses incompressibles, mais c'est un prototype à chaque fois. Donc à chaque fois, il faut recommencer à zéro d'une certaine façon. En fait. C'est ça qu'il faut comprendre. La fragilité de ce système, il est là. Alors, on va aborder la question de la politique, parce que tu disais, ça se fissure, et notamment dans les aides régionales, comment le Rassemblement national est en train de redistribuer les cartes du cinéma français. On va en parler, mais peut-être pour boucler la boucle sur la question des auteurs, en fait, vous menez un combat avec le PC et d'autres sur l'idée de faire un peu des auteurs la même chose que les comédiens, c'est-à-dire une forme d'intermittence. Une forme d'intermittence. Voilà. Parce que tu disais au théâtre, les répètes sont pas payées. Si, pour les comédiens, d'une certaine manière, l'intermittence du spectacle, c'est une façon de... Dans le cas de comédiens ou de comédiennes qui auraient fait suffisamment d'heures. Il y a aussi des gens qui sont dans une très grande précarité. Je veux dire, être acteur, actrice aujourd'hui, c'est pas forcément faire ses heures. Certains, c'est faire ses heures. Oui. Et pour ces gens-là, effectivement, quand les répétitions ne sont pas payées par la compagnie, le théâtre ou quoi qui les engage, ça peut être couvert par l'intermittence. En aucun cas, l'intermittence, c'est quelqu'un qui est sur une plage à Goa en train de se regarder les doigts de pied. Alors ça existe peut-être, hein, mais pourquoi aller à Goa pour faire ça? C'est un peu con quand même. Je sais pas, c'était pour l'image. Typique le cinéma. Voilà. Faut tout de suite faire du spectaculaire. Tout de suite Goa. Voilà, non, je pense pas qu'il y ait... Enfin, moi, personnellement, je ne connais personne qui profiterait de ça pour strictement rien faire. Je ne vois que des gens qui travaillent... Alors c'est vrai aussi, parfois il y a un malentendu sur le fait qu'il y a quelque chose qui est parfois notre faiblesse d'ailleurs, c'est qu'on aime ce qu'on fait. Et l'amour de ce qu'on fait, parfois, nous fait accepter des conditions, et parfois peut être un levier pour nous faire quand même aussi des choses, nous, mais aussi techniciennes. Voilà. Donc, je pense que le combat d'Elisabeth, il est particulièrement important. C'est pas que mon combat au sein de la SRF. Alors, Elisabeth, on t'écoute. Non, mais c'est vrai qu'on peut dire, on aime notre métier, du coup, voilà, on est prêt à travailler à n'importe quelles conditions, etc. Mais c'est aussi parce qu'il y a un défaut de protection sociale. Il faut quand même remettre un peu les choses en place. C'est parce que tout simplement on n'a pas le choix. Alors nous, effectivement, parfois on est intermittent quand on réalise un film, on est payé en tant que technicien pendant le tournage, donc on a une phase d'intermittence, mais elle ne dure pas. Alors elle dure 12 mois, mais comme on fait pas un film par an pour la majorité d'entre nous, eh bien l'intermittence s'arrête au bout d'un moment. Et la très grande, alors ça c'est la partie, donc les techniciens, les interprètes ont cette intermittence, mais les auteurs et les autrices et les artistes n'ont pas du tout d'intermittence. Ils sont payés, comme je disais, au résultat de l'exploitation de leur œuvre, ou bien à la pièce pour ceux qui sont, je sais pas, graphistes, etc. Et donc il y a pas de protection sociale, il y a pas de filet de sécurité, il y a rien du tout, si ce n'est les minima sociaux, bien sûr. Et d'ailleurs, les auteurs de bande dessinée, pour la grande majorité d'entre eux, à Angoulême, sont aux minima sociaux, ce qui est quand même assez aberrant. Donc effectivement, avec certains camarades... C'est-à-dire vous n'avez pas droit au congé payé, au chômage, les accidents du travail ne sont pas reconnus, les maladies professionnelles ne sont pas reconnues, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, il y a la Sécu. Il y a la Sécu, voilà. Alors ça, c'est aussi un droit, je crois que c'est dans les années 60-70, quand même, hein, parce que dans la mesure où, effectivement, le droit d'auteur n'est pas considéré, enfin, n'est pas un salaire, donc c'est une avance, voilà, sur les droits de l'exploitation des œuvres, il y avait rien du tout. Donc, on a quand même réussi à avoir la sécurité sociale, donc le minimum, hein, alors retraite, famille, maladie, etc. Et puis, donc aujourd'hui, l'idée d'un certain nombre de mes camarades, c'est d'étendre ces droits sociaux à l'assurance chômage et de faire entrer les artistes auteuristes dans l'assurance chômage à partir d'un certain nombre d'heures, parce que en fait, comment ça marche? Pourquoi est-ce que nous on a droit à la retraite, à la sécurité sociale, etc. C'est simplement que nos revenus d'auteurs et d'autrices sont convertis en heures SMIC. Enfin, c'est juste une conversion, voilà, et qui permet d'avoir des droits sociaux. Et donc, ce serait tout à fait possible de convertir ces rémunérations
en heure SMIC qui nous donnerait un seuil pour entrer dans l'assurance chômage. Et donc c'est le combat qu'on est en train de mener en ce moment, avec le soutien d'un certain nombre de députés. Donc en fait c'est un député du Parti communiste qui s'appelle Pierre Dharréville qui avait déposé le premier cette loi à l'Assemblée nationale. Donc une proposition de loi. C'est une proposition de loi qui a été déposée. Aujourd'hui, ce député est un député sortant, malheureusement, mais le combat est repris par d'autres députés du Parti communiste. Aujourd'hui, c'est Soumia Bouara qui reprend la suite. Mais la bonne nouvelle, c'est que a priori, il y a quand même un consensus au niveau des députés. Alors, on n'a pas encore la majorité, mais c'est une proposition de loi qui serait transpartisane. C'est-à-dire qu'il y a même des gens de droite qui soutiennent ça. C'est-à-dire qu'on leur dit, oui, quand vous lisez un livre, quand vous allez au cinéma, vous êtes bien content que ça existe, mais voilà, on leur explique... Parce que certains écrivent des livres, voilà, comme l'ex-ministre de l'économie, qui est un grand auteur, lui, ça l'intéresse. Oui, bien sûr. Je ne pense pas qu'ils soient en attente de droit au chômage, voilà. Surtout avec... mais bon, enfin, en tout cas, bon, et donc, ça suit son chemin à l'Assemblée nationale. Alors, la difficulté, c'est en fait que... Et même au Sénat, c'est-à-dire que le Sénat va déposer aussi cette proposition de loi. Donc, en fait, on est dans les deux chambres, et ça chemine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est une proposition qui vient des organisations professionnelles, donc de la société civile, d'un député. On va voir jusqu'où on arrive à aller. Est-ce que la société civile arrive à proposer et à faire voter une loi? Ce serait ce serait quand même assez formidable. Et ce qui est intéressant aussi derrière cette proposition de loi que nous on appelle continuité de revenus, on dit pas on veut le chômage, on veut une continuité de revenus comme un droit à la continuité de revenus, c'est-à-dire que l'idée qui est derrière ça, c'est de décorréler la notion de la rémunération du contrat de travail et même du lien de subordination. C'est-à-dire qu'on dit on a droit à une rémunération continue, indépendamment du fait qu'on soit sous contrat de travail ou non, et qu'on soit lié à un lien de subordination quelconque avec... le patronat quelconque. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce levier qui vient, enfin c'est cette pensée qui vient de chez Friot, qui nous a inspiré pour arriver jusque-là. Parmi nos camarades, il y a quelqu'un qui s'appelle Aurélien Catin qui a écrit un livre qui s'appelle Notre condition. Donc ça nous a donné des outils pour penser cette continuité de revenus. Alors, et ça c'est assez révolutionnaire et c'est une idée. Ça peut cheminer. Ça se rapproche de l'idée du revenu universel. Du revenu à la personne. Ouais. Le revenu à la personne qui est décorrélé de Est-ce que vous pensez que le temps, l'époque, se prête à ce genre de débat? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait dire les artistes sont à l'avant-garde du droit social et donc portent cette idée que finalement chacun devrait avoir droit à un revenu minimum, enfin une continuité. À une continuité de revenus. Une continuité de revenus. Mais est-ce que vous pensez que l'époque se prête à ça? En fait, le paradoxe, c'est qu'en général, les artistes-auteurs sont très peu mobilisés pour leurs propres droits sociaux. Vu le niveau où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a droit à rien à part la sécu, mais voilà. Donc pour une fois, on se mobilise et tout secteur confondu, c'est-à-dire qu'il y a les arts plastiques, il y a la musique, il y a les compositeurs de musique, il y a tous ces gens, enfin on est tous ensemble, donc ça c'est une première. Et en plus, effectivement, c'est une avant-garde, on va dire que c'est une avant-garde en termes de propositions. Et ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, il faut des propositions audacieuses, ambitieuses au niveau du droit social pour mobiliser les gens. Il ne s'agit pas juste de conserver les acquis qui sont des conquis, mais essayer de faire de nouvelles propositions. Aujourd'hui, on voit bien, même avec l'intelligence artificielle, à quel point nos métiers sont menacés, et c'est partout pareil. On a besoin de vivre avec une sécurité de revenus, voilà, et ça concerne plein de gens, et je pense que c'est tout à fait le moment de le proposer à un moment donné où il y a très peu d'idées nouvelles en ce qui concerne le travail. On est toujours dans une espèce de vision, le CDI, le machin, la valeur travail, enfin tous ces trucs. Attention au micro, parce que là je vois qu'il part comme ça. Tous les deux là, les garçons, est-ce que vous savez combien vous êtes en France? On est 350 000 artistes. Ah non, j'ai dit les garçons. Je me doutais que tu avais la réponse. Combien il y a d'auteurs? J'ai lu sur le site de la SRF qu'il y a
selon l'URSSAF, 354 000 artistes, auteurs, autrices en France. C'est énorme. Tout milieu confondu, hein, on ne parle pas que du cinéma. Non, tout milieu confondu. Et c'est quand même c'est une très belle ville. La grande majorité, c'est des écrivains. C'est les gens qui écrivent, en fait. Il y a du dédain là, des écrivains. Ah non, pas du tout, au contraire. Bon, j'ai eu peur. Au contraire. J'ai eu peur. Au contraire. Non, mais ce sont des gens qui peuvent... oui, voilà. Souvent, ils ont un autre métier à côté, parce que, comme on l'a expliqué, c'est extrêmement compliqué de vivre avec ce niveau à 10 000, même pas 10 000 euros par an. Faut peut-être bien expliquer qu'on a deux casquettes, nous, en tant que cinéastes. On a une casquette d'auteur et une casquette de réalisateur technicien, en fait. Donc on a deux types de revenus, nous, à la SRF, les réalisateurs. Ah bon, j'avais l'impression. Non, mais tu l'as dit rapidement. Voilà, on est en tant que réalisateur technicien, on est rémunéré par des salaires quand on fait le film ou quand on le prépare ou quand après on est en montage. Et on a en plus des revenus d'auteur puisqu'on considère qu'on fait une création. Les scénaristes qui travaillent avec nous, des fois c'est nous qui écrivons le scénario, des fois on a des scénaristes, des fois on l'écrit ensemble. En tant que scénariste, on n'est rémunéré que par des droits d'auteur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il y a ces deux types de rémunération. La rémunération de salaire ouvre droit à l'intermittence. Les autres types de revenus, comme vient de l'expliquer Elisabeth, ne donnent pas encore droit à l'intermittence. Voilà ce que je voulais préciser pour que ce soit bien clair, en fait, parce que je voyais passer des messages. Voilà. Oui, absolument, mais tu fais bien. Alors, je crois que tout à l'heure, quelqu'un demandait si aussi les musiciens, je sais pas quoi, alors, tous les créateurs, les compositeurs de musique sont des artistes auteuristes. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Juste, les droits d'auteur, ça peut avoir deux... Enfin, il y a deux moments du droit d'auteur, en fait, quand on écrit un scénario. Il y a ce que Elisabeth a appelé... Enfin, ce qui s'appelle, qu'Elisabeth a nommé tout à l'heure, le minimum garanti. C'est-à-dire que là, on est engagé par une production, soit nous, auteurs, réalisateurs, autrices, réalisatrices, ou soit juste le ou la scénariste. Et là, donc, on touche un minimum garanti. C'est-à-dire, il est garanti quand bien même le film ne se ferait pas. C'est la suite de la phrase. Donc une somme X qui est négociée et qui est évidemment beaucoup plus importante quand on est un cinéaste important et qui est beaucoup plus basse quand on commence. Ça, c'est le premier rapport qu'on a au droit d'auteur. Donc, c'est une somme qui va couvrir éventuellement le temps de l'écriture. Et après, il y a les droits d'auteur qui, eux, sont ce qu'on touche une fois l'œuvre finie et diffusée, qui vont venir, eux, des revenus sales éventuellement quand il y a un bénéfice, mais qui vont surtout venir des diffusions de télé. Or, ces sommes-là, qui peuvent être parfois des sommes importantes, sont très très loin de représenter tous les films. Encore faut-il avoir eu un préachat de, par exemple, Canal+, de France Télévisions, ou que sais-je. Ce qui est évidemment pas du tout le cas de tous les films. Beaucoup de documentaires notamment, mais beaucoup de fictions qui vont être des plus petits budgets, etc., n'ont pas ces préachats de grandes chaînes. Ou alors vont avoir des préachats de plus petites chaînes où le rapport minute est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, là encore, quand même, il y a un fantasme. Donc effectivement, quand on est un cinéaste qui fait, je sais pas, un film tous les ans ou tous les 2 ans, avec à chaque fois une télé attachée, alors là, oui, on est riche, voire très riche. Enfin, en tout cas, on est très, très confortable. C'est une poignée de cinéastes. Hein. Voilà. Alors, ça nous permet d'aller sur Bolloré, si je puis m'exprimer ainsi, puisque effectivement, la timbale, décrocher la timbale, ça a longtemps été, pour les auteurs comme pour les réalisateurs, les diffusions sur Canal+. Alors d'abord parce que Canal+ a obligation de produire un certain nombre de films, de films par an. Je vois que les Anti-Sèches sont sortis, donc là on va avoir des vrais chiffres. Pour être précis. Ouais, non, mais c'est super. Et puis après, effectivement, Canal+, la multidiffusion fait que on peut toucher pas mal d'argent sur un film, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Sauf que voilà, là on sort du champ auteur. Et que là aussi, comme l'après-guerre, c'est au départ, on peut parler d'aujourd'hui, mais c'est au départ une très grande victoire politique à l'époque de Jacques Lang, à la création de Canal+, notamment, où d'accord,
une télé privée va pouvoir s'émanciper, on va dire, de la chronologie des médias qui existait à ce moment-là pour passer les films très peu de temps. Je crois que c'est à l'ouverture de Canal+, c'est 1 an, je crois. C'est un an pile. Oui. 1 an pile après sa sortie en salle. Mais, de la même façon qu'il y a eu un mais avec le rapport avec Hollywood, mais le gouvernement français exige une contrepartie qui est le financement obligatoire d'une très grande partie des films français à ce moment-là, pour que les films français ne soient pas fragilisés dans leur sortie en salle par le fait que les spectateurs ou les téléspectateurs vont savoir qu'il sera beaucoup plus vite qu'avant sur un écran de télé. Donc c'est au départ une très grande victoire, puisque même s'il y a un petit creux de la fréquentation à la création de Canal+, parce qu'il y a un effet de nouveauté, un peu comme il y a eu au moment des plateformes, il y a un retour de la fréquentation, je crois 4 ou 5 ans après la création de Canal+, qui même dépasse le stade de fréquentation de l'avant Canal+ en salle, tout en étant en coexistence avec Canal+. Donc à l'époque, c'est une très grande victoire et surtout c'est plus de richesse. Les films n'ont pas perdu en salle et sont également visibles ailleurs. Donc là, on parle de la fin des années 80. On parle de 84, je crois, Canal+, donc jusqu'à la fin des années 80, en tout cas, on retrouve une fréquentation très élevée et voilà. Alors là, il y aurait évidemment beaucoup de choses à raconter sur le pognon, sur Canal+, etc. Il y a la difficulté aujourd'hui, Canal+ dit non mais attendez, il y a nous on doit donner du pognon, mais vous demandez pas ça à Netflix, etc. Enfin bon voilà. Mais ce qui nous intéresse là ce soir, c'est que Canal+, maintenant c'est Bolloré. Et Bolloré, c'est une vision du monde, c'est une vision de civilisation, a-t-il dit devant le Sénat, et qui concorde assez peu avec celle de la SRF et avec celle d'une partie du cinéma. Et donc là, il y a des films qui sont retoqués, il y a des scénarios qui sont retoqués. Jamais on le dit clairement pour des raisons politiques, mais on comprend qu'il s'agit de ça. Donc aujourd'hui, en fait, il y a tout un pan du cinéma français qui est dans la merde. C'est un peu compliqué parce que nous on est en train justement de faire une étude un peu précise sur ces rumeurs qu'on entend en fait. C'est pas que c'est pas vrai, c'est Vas-y. On est jusqu'à maintenant en tout cas, on n'a pas de preuve absolue que des films n'aient pas été financés par Canal+. Finance à peu près la moitié des films français. Faut avoir à peu près ces chiffres en tête. Donc il y a quand même une autre moitié et on n'a pas de preuve que des films n'aient pas été financés par Canal+ pour des raisons idéologiques ou de contenu de scénario, en fait. On a un exemple qui est très précis, c'est que le seul film de François Ozon qui n'a pas été financé par Canal+, c'est le film Grâce à Dieu, qui est sur la pédophilie dans l'Église. Donc il y a peut-être un lien de cause à effet entre le fait que ce soit... Voilà, que ça parle voilà. Et on a quelques rumeurs, effectivement, sinon, mais on n'a rien de tout à fait attesté. Et jusqu'à maintenant, l'honnêteté, parce qu'on essaie vraiment d'être honnête, est de dire que Canal+ continue à financer des films de la diversité dans les deux sens du terme. C'est leur obligation dans la diversité, c'est-à-dire tout type de budget, c'est-à-dire les films moins riches, à budget de moins de 4 millions, des films à plus de 4 millions. Et aussi tout type de scénario. Jusqu'à maintenant, on n'a pas du tout en tout cas de façon significative, de censure, pour dire les choses simplement, au scénario de la part de Canal+. Mais ce qu'on est en train d'étudier encore une fois, c'est la structure. Comment se structure la mainmise de Canal+ sur le cinéma français, parce qu'ils ont racheté OCS aussi, qui était un concurrent avant, qui permettait par exemple le film de Mehdi Fikri, avant que les flammes ne s'éteignent. Mehdi est venu ici. Mehdi est venu là, qu'on a défendu, on pourra en parler tout à l'heure. Oui, on va en parler bien sûr. Parce qu'il avait été attaqué, n'avait pas été financé par Canal+, mais il avait trouvé un financement d'OCS, en fait. Maintenant que OCS est racheté par Canal+, est-ce qu'il aurait eu aussi un financement de la part d'OCS ? On ne sait pas, en fait. Parce qu'évidemment, quand un film est retoqué par Canal+, ils disent pas que c'est pour le contenu idéologique du film. Ça se dit pas comme ça. Donc c'est très difficile à prouver. Mais on peut regarder, en tout cas, si on regarde ces dernières années, les films qui ont été financés par Canal+, il n'y a pas moins de films, disons, qui ont
une vue de gauche, ou même si c'est compliqué, parce que des fois, quand c'est une romance et tout, on ne sait pas, mais il y a pas moins de films, disons, qui auraient un contenu sur l'immigration, sur les LGBT, etc., voilà. Non, mais c'est bien. C'est important de le dire. Jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a rien de significatif. Et surtout, mais aussi, c'est un problème, en tout cas une question quasiment existentielle, qui est bien plus large que ça. C'est-à-dire que d'autres sources de financement du cinéma, comme par exemple les régions, qui peuvent être dirigées par des gens qui peuvent nous poser problème, mais j'ai envie de dire les Sofica, qui sont en général des associations de banques qui vont mettre de l'argent dans les films. Moi, par exemple, qui suis très attaché à l'écologie, est-ce que cette banque a une démarche, une responsabilité écologique ? Pas sûr. Est-ce que voilà, c'est un problème qui se pose quasiment tout le temps. Il faut raconter, parce que là, je pense que tout le monde voit Sofica 24, Bidule Truc 38. Donc c'est les associations de banques, et en fait c'est les premières à être remboursées sur le. C'est ce qui fait qu'un film est très rarement bénéficiaire. Oui. C'est que et qu'on a très rarement, à part un film qui aurait coûté très peu cher, dont la sortie aurait été très peu, aurait coûté très peu aux distributeurs et qui aurait fait énormément d'entrées, là on peut imaginer un bénéfice. Mais il y a de moins en moins de bénéfices sur les films, et donc de droits d'auteur, les droits d'auteur dont parlait Elisabeth, en tout cas sur le retour salle, puisque quand le film sort, les deux premières personnes qui se remboursent sont le distributeur qui va chercher à récupérer tout ce qu'il a mis de publicité, d'attachés de presse, d'affiches, de représentations diverses et variées en festival, etc. Et effectivement les Sofica, qui sont des financements qui peuvent arriver tôt, mais qui arrivent généralement plus tard dans le financement, et qui amènent des sommes qui sont immédiatement remboursables. C'est-à-dire qu'au premier euro, c'est eux qui touchent. Donc, on arrive très 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 rarement en fait à un bénéfice après ces deux remboursements là. Et donc effectivement ces Sofica qui font partie aujourd'hui du financement des films, énormément de films, parfois il y a 2, 3, 4, 5 Sofica sur un même film. C'est formidable parce qu'on trouve l'argent pour boucler le financement, et voilà, mais on ne sait pas forcément non plus d'où vient cet argent, pourquoi, comment, quelle est la philosophie de cette banque, etc. C'est un problème permanent, puisque oui, le cinéma est une industrie. On n'est pas seul comme un peintre ou un sculpteur chez nous, ça coûte de l'argent, avec tout ce qu'il y a de merveilleux, c'est-à-dire qu'on engage des gens, il y a tout l'aspect humain, il y a tout l'aspect rencontre, il y a tout l'aspect effectivement de redistributif de l'argent en région, tout ce que disait aussi Christophe, etc. Mais il y a aussi l'argent. Oui, avec ça. Tout ce que ça comporte. Sur les régions, vous avez des retours déjà sur les régions, avec de plus en plus d'élus il y a Laurent Wauquiez par exemple, dont on sait qu'il a coupé quelques financements, soit de festivals, soit de films, pour en privilégier d'autres, etc. Est-ce que c'est une lame de fond? On en est où là par rapport à ça? Les régions, c'est un des 4 endroits où l'extrême droite attaque le cinéma. Ça, on pourra en parler tout à l'heure. Oui, allons-y. On a identifié 4 et donc le premier endroit où l'extrême droite attaque le cinéma, c'est au financement. Donc les régions financent le cinéma. Et donc, je vais essayer de résumer comment ça se passe. C'est des comités. Il y a ce qu'on appelle un comité d'experts qui se réunit, qui examine les projets qui lui sont soumis et qui décide d'aider tel film et pas tel autre, tel projet et pas tel autre. Cet avis est un avis consultatif et doit être agréé par l'Assemblée régionale, donc par les politiques, c'est normal, dans une démocratie, ce sont les politiques, les élus qui décident de finalement allouer la subvention ou pas. Et jusqu'à ces dernières années, ça se faisait de façon quasi automatique, c'est-à-dire les conseils régionaux, quand ils se réunissaient, acceptaient, disons, l'avis des experts et donnaient au film et tout. Depuis que l'extrême droite monte dans notre paysage politique, ils regardent en fait les intitulés des films qui sont aidés et les résumés des films. Et donc ça concerne particulièrement le documentaire, parce que dans le documentaire, c'est souvent des sujets, alors qu'en fiction, ça peut être comme j'ai dit tout à l'heure, une romance, même s'il y a un point de vue politique derrière. Voilà. Et dès qu'il y a le mot Palestine, le mot LGBT ou
quelque chose qui a un rapport à l'immigration, qui sont les 3 gros sujets, comme vous le savez, contre lesquels l'extrême droite s'attattaque, il demande à retoquer le projet, en fait. Donc, et parfois, si ça je fonctionne, fais un film, parfois l'histoire du Wokistan, je l'appelle Tintin, Tintin chez les amis. Il faut que tu l'appelles Tintin chez les amis et que le résumé du film soit l'histoire de Tintin qui va dans un pays formidable. C'est oui à Jouéland. Donc, ils vont pas plus loin que le titre. Non, ils vont pas plus loin. Et le résumé. Aussi parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais, bien sûr. Ils regardent ça. Et donc, on a des cas très précis de films comme ça qui ont été attaqués et dont les subventions ont été retirées, puisque le personnel politique, par ailleurs, est relativement lâche par rapport à même leurs adversaires politiques et d'une certaine façon laisse faire ce type de censure. Donc on a des cas assez précis dont on peut parler éventuellement, mais on sent une montée très forte comme ça de cette pression. Oui, si tu as des cas précis... y a un film qui s'appelait Voyage en Palestine l'an dernier, qui avait été... ça avait même été assez compliqué parce qu'ils avaient reçu un avis positif du comité d'experts qui leur avait été signifié. C'était en région sud, donc c'est la région PACA. Je ne sais plus comment on dit parce qu'elle a changé de nom. C'est l'ex-région PACA. Et ils n'ont plus une nouvelle pendant 6 mois en fait, et leur dossier se serait perdu comme ça dans les arcanes de la région. Et en fait, on a retrouvé, il y a eu 2 tweets de députés d'extrême droite contre ce film, parce que ça s'appelait Voyage en Palestine. Ils sont pas allés beaucoup plus loin dans le résumé, parce que c'est un ancien activiste qui était venu vivre en France depuis 10 ou 15 ans, je crois, et qui retournait, donc c'était avant le 7 octobre, qui retournait là-bas et qui retrouvait des amis d'une certaine façon. Mais il y avait le mot activiste palestinien dedans. Oui, non, mais là, ça fait beau. C'était un Palestinien. Là, ça fait beaucoup, là. Donc ils ont crié au terrorisme, enfin bon, voilà. Et donc le film a comme ça disparu dans les arcanes pour finalement être toqué. Et on a appris à ce moment-là qu'il y avait une 3e commission qui était entre les experts les experts, c'est souvent des professionnels du cinéma. Oui. Qui la compose. Alors on n'est pas toujours d'accord sur les compositions, nous, en tant que défenseurs du cinéma d'auteur, mais enfin ça reste quand même essentiellement des professionnels du cinéma. Et entre eux et les politiques, il y a un espèce de comité fantôme qui s'est créé, qui fait que le film n'a pas eu finalement la subvention. Donc ça, c'est un cas très précis qu'on a. On en a d'autres. Là aussi, c'est des rumeurs. C'est très compliqué. C'est très compliqué, bien sûr. C'est très compliqué parce que ça se fait un peu sous le manteau. Ce genre de choses. Elisabeth, tu voulais... Non, ce que je voulais dire, c'était juste ces commissions d'experts, comme tu dis, en fait, ce sont des commissions qui sont censées être indépendantes, composées de professionnels du cinéma ou de l'audiovisuel, qui sont des gens, des producteurs, des réalisateurs et réalisatrices, tout un certain nombre des gens, des diffuseurs aussi. Donc, ils sont censés émettre un avis artistique, donc le jugement est artistique sur un projet. Et après, il y a une validation politique. Et l'ingérence, elle est effectivement de plus en plus forte, présente dans plusieurs régions. Alors, il y a eu le PACA, effectivement, parce que... alors, c'est vrai, ce qui se passe aussi, c'est une espèce d'autocensure aussi politique. C'est-à-dire que plus ça va, plus... au-delà même de l'extrême droite, en fait, il y a les espèce les politiques disent oui mais attention, on va pas prendre de risques, etc. Et donc la censure est présente. Oui, même chez les auteurs-autrices. Alors, il y a chez les auteurs-autrices, mais... d'aller vers un sujet. Mais mais ça, faut peut-être... C'était presque pour... Enfin, moi, je pensais en parler à la fin de toutes ces pressions de l'extrême droite, puisque ça contribue au fait que ces films marchent moins en salle, quand même, et ça, on dira... Alors, oui, parce que tu as dit, il y a 4 moyens, et on en a listé qu'un. Je serais d'accord pour qu'on aille... qu'on liste les 3 autres. Les 4 endroits. Donc, il y a celui-là, il y a celui du financement des films. Il y a la sortie des films, la
sortie des films, et c'est là où c'est le plus visible d'une certaine façon, où il y a des attaques sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Allociné. On a même eu là le cas de quelqu'un qui s'est fait intimider physiquement. Joseph Paris, hein, oui, je suis en train de le dire. Qui est en train de Joseph Paris, qui s'est fait intimider physiquement lors d'une projection à Limoges en avant-première de son film qui est sorti il y a pas ce mercredi-là, mais le mercredi. Alors Joseph Paris qui était là, qui s'appelle Le Repli, voilà, qui est venu, et il a été menacé dans une salle. Il a été menacé physiquement dans une salle par des fachos. Par des fachos qui tournaient autour et de son hôtel et de la salle de projection, donc il a eu quand même assez peur. Ouais. Et là, il y a une campagne. D'ailleurs, on est en train de finaliser. J'étais avec lui et avec les producteurs, le syndicat des producteurs, le SPI et le SDI, le syndicat des distributeurs. On va faire un communiqué commun pour raconter ce qui se passe autour de ce film, parce que c'est assez scandaleux. En fait. Bien sûr. Voilà, puisque les pages Facebook du film, YouTube, se font pilonner, mais d'insultes. Hein. C'est pas le film est pas bon. Hein. C'est des insultes que j'ose pas rapporter ici, qui sont abjectes, en fait, pour essayer de faire en sorte que les gens aillent pas voir le film. Et comme les gens vont pas voir le film est moins bien distribué. Comme il est moins bien distribué, il y a moins de spectateurs, et ils ont beau jeu de dire, vous voyez, c'est des films qui intéressent pas. Et c'est là qu'on en vient à l'idée de l'autocensure, c'est qu'après, les distributeurs, évidemment, sur le film d'après, comme ce type de sujet, ils disent, nous on veut pas y aller parce que ça marche pas, ou qu'il y a un risque d'être... voilà, c'est là-dessus. Donc ça, c'est le deuxième endroit. Alors, juste pour préciser, non, excuse-moi, puisque vous avez défendu Mehdi Fikri avant que les flammes ne s'éteignent, là aussi il était venu, bon bref, oui. Il avait aussi Lola Kivron pour le film Rodéo, qui s'était fait insulter, lui carrément, en direct à la télévision aussi. Voilà. Je peux faire la liste. Hein. Il y a Amine de Philippe Faucon, Rodéo de Lola Kivron, Les Engagés d'Elimi Fraîche, Les Rascals de Jimmy Laporal Trésor, Ma France à moi de Benoît Cohen, Monsieur le maire de Karine Blanc et Michel Tavares, Avant que les flammes ne s'éteignent de Mehdi Fikri, Quelques jours pas plus de Julie Navarro, etc. etc. Il y a beaucoup de films qui se font attaquer de manière abjecte, encore une fois. Moi, je crois qu'on est tous pour l'exercice critique, même bien violent, même virulent. On est même très, très friand de discuter des choses, parce que c'est des objets chauds, les œuvres, et il faut en parler avec passion. Mais là, on dépasse l'exercice. Alors, je ne sais pas si on sait où ça en est, d'ailleurs, si tu sais, toi, Elisabeth ou Christophe, ça nous a fait demander, du coup, à Allociné que les commentaires ne soient possibles et postables uniquement sur preuve d'un billet acheté, puisque l'immense majorité de ces gens qui insultent n'ont pas vu le film, évidemment. Oui, on les a rencontrés à Allociné à l'occasion du film de Julie Navarro, en fait, et c'est une discussion un peu de sourds, parce qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas les moyens techniques, en fait, de vérifier que les gens aient vu le film, parce qu'il faut expliquer aux gens qu'on peut poster un avis sur un film sans l'avoir vu, en fait. Et c'est contraire au code de la consommation. Alors là, on n'est pas du tout dans l'art, mais dans le code de la consommation, on ne peut pas donner un jugement ou une note sur un produit qu'on n'a pas consommé. Si vous allez aller à l'hôtel et que vous dites cet hôtel est pourri, vous mettez 1 étoile et tout ça, il y a des preuves que vous avez bien séjourné dans cet hôtel, en fait. Au cinéma, sur Allociné, on ne vous demande pas des preuves, scanner votre billet d'entrée par exemple, ou quelques questions pour voir si vous avez vu le film, d'avoir vu le film. Donc n'importe qui peut aller parler d'un film sans l'avoir vu, en fait. Et évidemment, ces raids de la fachosphère profitent de ça. Ils sont parfois des dizaines à aller poster sur un film, et ça fait baisser la note, et ça le déconsidère. Et Allociné nous dit qu'ils n'ont pas les moyens. Par contre, ils ont mis en place pour être honnête là aussi, des systèmes de modération qui fait que dès qu'un film a des notes extrêmes, il y a un bandeau sur le site qui dit attention, il se passe quelque chose sur ce film de pas normal, et il y a un système aussi de modération des avis, c'est-à-dire que il faut en poster régulièrement pour être visible en premier, etc. Il y a une forme de pondération. Il y a une forme de pondération, mais qui n'est pas suffisante. Le site Sens Critique, qui je trouve est de meilleure qualité, mais qui n'a pas où plus tu postes de commentaires, plus tu postes de notes, plus ton avis compte, parce que ça veut dire que d'une certaine manière tu es un peu expert dans et tu viens pas et tout d'un coup à descendre un film alors que tu viens d'inscrire, de mettre ton compte, etc. Et Allociné, c'est essentiel, notamment pour les films qui coûtent un peu d'argent, parce que ça fait presque la pluie et le beau temps, mine de rien.
Nous, on a appris que c'est le principal critère maintenant pour que les gens aillent en salle et surtout n'y aillent pas. Voilà. La note Allociné aux spectateurs. Et alors, sur le site de la SRF, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de particulier. C'est Lola Quivron, dont tu as parlé, le film Rodéo. Elle, non seulement elle a fait face à des raids donc sur Allociné, mais il y a un extrait d'une interview qu'elle va donner, je crois, à Combini, qui est qui est un peu dénaturé. Et pour le coup, les médias Bolloré s'emparent de ça, parce qu'en gros, elle dit les rodéos, s'il y a des morts, c'est à cause des flics, enfin quelque chose dans ce goût-là. Et là, campagne contre le film par des gens qui n'ont pas vu le film. Et donc là, pour vous, auteurs, autrices, réalisateurs, réalisatrices, vous dites, là, on n'est plus dans le droit à la critique, il y a un côté de vie ou de mort économique, finalement. C'est sûr, et la pression est telle, c'est-à-dire que maintenant, quand on parle de nos films en interview, pour la presse écrite, pour la presse radio, etc., le langage doit être d'une précision incroyable, et pour peu que notre film soit un endroit de politique ou d'histoire ou que sais-je, la pression est énorme, et je comprends tout à fait, je dis pas que je comprends les propos de Lola Quivron, en l'occurrence je ne l'avais pas vu l'interview, mais je connais très bien la problématique qu'elle a vécue. Oui. J'imagine tout à fait qu'elle a été complètement dépossédée. Peut-être qu'elle a dit une connerie, mais c'est possible, ça existe de dire une connerie et de pour autant pas l'avoir pensé. Peut-être qu'elle l'a vraiment pensé et que ça a été... Dans tous les cas, c'est une opinion, c'est une cinéaste, elle n'est pas politologue, elle n'est pas en train etc. Je veux dire, 1000 films avant celui-là ont été des films... qui ont parlé de, je ne sais pas, d'insurrection, de n'importe quoi, comme d'autres films ont parlé de choses tout à fait correctes. Enfin, je veux dire, c'est le cinéma, mais il y a 1000 choses. Que ça, effectivement, à l'époque des réseaux sociaux et de médias complètement pyromanes, soit utilisé, malheureusement, ne m'étonne pas beaucoup. Juste pour revenir sur aussi l'histoire des financements en région dont parlait Christophe, une des coupes de Laurent Wauquiez, ça a été le festival de Clermont-Ferrand, et c'est une des coupes les plus douloureuses, parce que c'est vraiment la jeunesse du cinéma. Le festival de Clermont-Ferrand, c'est un festival de court-métrage, c'est le Cannes du court-métrage, et c'est un festival qui a énormément de public, c'est un festival de joie, et c'est vraiment la jeunesse, c'est l'avenir du cinéma. Coupé à cet endroit-là, c'est un endroit vraiment de cruauté pure, je trouve, par les mêmes personnes qui vont exiger après des champions. C'est-à-dire qu'il y a ce mot systématique à la bouche, et notamment au Tour de France 2030, etc. On veut des champions. Et sur les plateformes, on veut des grands cinéastes. Mais pour prendre par exemple 3 femmes, Rebecca Zlotowski, Justine Triet ou Céline Sciamma par exemple, elles ne sont pas nées championnes. Ce sont des femmes qui ont fait des courts-métrages, ce sont des femmes qui ont fait des premiers longs-métrages qui ont été peu ou pas vus. Je sais pas, la bataille de Solferino, je ne sais même pas si c'est 10 000 entrées, le premier. Un peu plus. Ou peut-être un peu plus. Enfin, mais en tout cas, ça reste un tout petit public. Les premiers films de Céline Sciamma aussi, voilà. Et tout d'un coup, ce sont des réalisatrices superstars. Elles sont championnes, et tant mieux pour elles. Mais en tout cas, c'est des choses qui ont été... C'est des carrières qui ont été construites. C'est d'ailleurs là l'incompréhension totale des propos de Justine Triet au moment de sa Palme d'Or. Au contraire, elle dit justement que non seulement elle crache pas dans la soupe, mais justement elle reconnaît le système qu'il a porté, et c'est quand même un système merveilleux, mais qui vient justement de cet accompagnement de la jeunesse, de la création, et aussi du droit à l'erreur. Alors dans le cas de Lola Quivron, c'est une erreur sur une interview, mais on a aussi le droit de faire un film raté. On a aussi le droit... Bon. Alors, d'une certaine manière, avant que les flammes ne s'éteignent, l'attaque portée sur la comédienne principale, Camilla Jordana, qui avait effectivement dénoncé 2-3 ans plus tôt les violences policières, et ça a suffi pour énerver ces raids de gens qui n'avaient pas vu le film, il n'était pas sorti, mais où déjà la note était catastrophique. Donc, le matin de la sortie du film, la note était descendue en fait en 24 heures, en 24 heures, c'est ça. À 1,2 ou 1,3, donc on avait une preuve très... très concrète, qu'il y avait eu un raid pour faire descendre la note avant que les gens voient le film.
Alors, il reste 2 points sur lesquels l'extrême droite attaque les films. Il y a 2 autres points alors qui sont moins importants mais qui sont plus insidieux d'une certaine façon. Le 3e point, c'est sur la programmation, c'est-à-dire toutes les salles qui sont en région en particulier, qui sont des salles municipales parfois, oui. Où il y a des pressions sur les programmateurs pour qu'ils passent tel type de film, pas tel autre, parfois des politiques, quand les politiques changent dans les salles, parfois des spectateurs qui viennent dire attention, si tu passes ce film, nous, on ne viendra plus voir les autres, etc. Donc il y a une pression qui est exercée comme ça, qui est réelle, là aussi, qui monte en gamme, d'une certaine façon. Et la 4e, c'est dans le comité de classification des films, parce que les films reçoivent un visa d'exploitation avec une classification tout public, interdit aux moins de 12, moins de 16 ou moins de 18 ans. Et si on est moins de 16 ans ou moins de 18 ans, on a moins de possibilités de diffusion et de distribution des films. Et dans ces comités de classification, il y a une surreprésentation des associations familiales, et dans ces associations familiales, il y a une politique d'entrisme très assumée et très explicite de l'extrême droite, de la même manière, entre parenthèses, qu'ils ont décidé d'entrer dans les associations de parents d'élèves. L'extrême droite, ils le disent explicitement là aussi, donc ils rentrent dans ces associations et évidemment ils cherchent à influencer pour faire interdire des films moins de 16 ans, moins de 18 ans qui normalement n'auraient pas dû être interdits à ce niveau-là. Donc il y a une façon là aussi d'exercer une censure sur le cinéma. Donc il y a ces 4 endroits, les 2 principaux sont les 2 premiers évidemment, financement et sortie des films, mais les 2 autres sont pas moins efficaces. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une revanche qui est faite par l'extrême droite contre l'esprit, d'une certaine manière, que vous incarnez? C'est pour ça que je vous ai fait parler de 68 tout à l'heure, la naissance de la SRF, etc. Est-ce que c'est une revanche ou est-ce que c'est parce qu'ils voudraient placer leurs gars et leurs filles et faire leur film à eux? C'est un peu des deux. On a des déclarations d'Éric Zemmour qui disent très explicitement on va attaquer le cinéma français. Il l'assume totalement en disant c'est des nantis, etc. L'opinion publique sera avec nous. C'est des gauchos qui foutent rien, qui vivent des subventions publiques, etc. Et donc il pense que c'est très bénéfique d'attaquer le cinéma français. Pour le RN et le reste de l'extrême droite, il y a un côté revanche. La politique du RN, en fait, n'est pas de supprimer l'intermittence, n'est pas de supprimer le CNC, mais c'est effectivement d'en prendre le contrôle d'une certaine façon, et de faire, par exemple, la préférence nationale. Il y a eu un projet de loi au moment des européennes donné par le RN, qui était que s'il y a un Français qui peut avoir un poste, on ne doit pas embaucher un étranger. Tu sais, il y a eu une loi à peu près comme ça. Sur les plateaux, ce serait terrible, en fait, parce que si moi, je veux mon chef-op espagnol ou coréen avec lequel je travaille, et si il y a un Français qui peut avoir le poste, parce qu'un chef-op, on en a en France, en fait, je pourrais plus travailler, il n'y aurait plus de liberté artistique. Donc on voit très bien que le RN, en fait, aimerait se servir de la puissance du CNC, d'une certaine façon, de son fonctionnement, pour placer leur propre film. Ce qui fait que nous, ce qu'on défend, c'est pas une vision de gauche de chaque film, en fait. C'est une vision de gauche de la culture, c'est-à-dire c'est la pluralité. Ce qu'on défend, c'est la pluralité des regards. On est des inventeurs de formes. Et ce qu'on défend, c'est la création, c'est-à-dire inventer des formes. Ce qu'on veut, c'est des films qui inventent des formes de toute, d'une certaine façon, point de vue politique, évidemment en dehors du fascisme, etc. Et un rééquilibrage aussi, c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a un moment sur le genre, on a beaucoup parlé du male gaze. Et on a beaucoup attaqué des visions d'hommes. Mais moi, j'ai envie de dire que j'ai presque plus de problèmes avec les regards qui n'existent pas qu'avec ceux qui existent. Que certains films, et ça peut remonter à Buñuel, à Hitchcock, etc., et des visions de femmes très contestables et contestées. Ok, mais le vrai problème, c'est surtout qu'il n'y a pas de film de femmes. Ou en tout cas, beaucoup moins. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de point de vue de cinéaste racisé. Donc moi, j'ai un vrai problème avec les regards qui n'existent pas ou pas encore assez. Donc c'est avant tout un rééquilibrage. Alors, est-ce que tu fais allusion au livre de Geneviève Cellier ou pas du tout? Non, je fais pas allusion à ça, mais je pensais en fait... Le culte de l'auteur, c'est ça, qui s'est sorti à la Fabrique il y a quelques semaines, qui est une charge contre le cinéma d'auteur français, et notamment sur l'aspect masculin, voire masculiniste de ce cinéma-là.
Mais non, mais je rebondis sur ce que disait Christophe sur la différence des points de vue. Et ça peut être des points de vue politiques, ça peut être des points de vue de genre, ça peut être des points de vue de philosophie, ça peut être des points de vue de tout ce qu'on veut. Là, on est vraiment dans. Je suis pas d'accord avec vous, mais je me défendrai pour que vous le disiez. On est vraiment à cet endroit-là. Et c'est ça qui est le plus important. Et juste parce que je rebondis sur ce que tu disais, est-ce qu'on pense que c'est une revanche? Moi, je pense qu'il y a pas de revanche. Il y a juste un RN qui n'en a rien à foutre de la culture, faut quand même pas se leurrer. Effectivement, très simplement, il pourrait prendre le contrôle du CNC, hein, comme disait Elisabeth tout à l'heure, quand on parlait des commissions. On pourrait très bien ne rien changer de l'architecture du CNC. Il suffit de changer les membres de commission. C'est toi qui parlais des membres de commission. Il suffit de changer ça. C'est quelque chose qui a été vécu, par exemple, à l'ICA, qui est l'équivalent du CNC au Portugal. Une année, ils se sont dit, bah tiens, et si on changeait tout le monde et qu'on mettait que des gens de télé? Bon, ben, rien n'a changé, l'ICA exactement le même, avec les mêmes noms d'aide, les mêmes films d'auteur, premiers films, etc. Mais sauf qu'on change ça, on change strictement tout. Donc je pense que et d'une certaine manière, ce que tu dis vaut pour presque toutes les institutions. On est d'accord. C'est là le danger. Et c'est là le vrai danger, parce qu'effectivement, c'est très difficile de descendre dans la rue, puisque concrètement, le CNC n'a pas changé. Les architectures sont les mêmes, les postes sont les mêmes, les aides sont les mêmes. On a deux adversaires, deux ennemis. C'est le marché qui veut mettre à mal ce système de redistribution, ça c'est très clair, le libéralisme d'une certaine façon, et de l'autre l'extrême droite, qui ne veut pas forcément le mettre à mal, totalement, mais qui veut le récupérer au service de sa propagande, puisque l'idée de l'extrême droite de la culture, c'est une idée patrimoniale, c'est-à-dire on est là pour refaire c'est le Puy du Fou, c'est ça, c'est une vision rance de la culture. Alors il y a un film, il y a un film qui a été produit par une société de production d'un des fils de Philippe de Villiers, le film qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, le film s'appelle Vaincre et mourir, et il a fait d'ailleurs des entrées, hélas. Le film est pas bon du point de vue de ce qu'a dit Antoine. C'est-à-dire il n'y a aucune invention de forme, et en plus c'est un film révisionniste évidemment sur la guerre des Chouans, mais ça il est mauvais des deux côtés, et qui a eu une subvention, et c'est ça il faut le dire, une subvention qui a été imposée aux membres d'experts de la commission, donc de 200 000 € par le conseil régional des Pays de la Loire. Donc ce qui prouve que l'extrême droite n'est pas contre subventionner la culture. C'est pas comme le libéralisme, c'est vraiment deux attaques différentes qui nous sont faites. Attention, Antoine, le micro. Le micro, n'oublie pas le micro. Non mais c'est ça, c'est une vision de la culture, voilà, c'est ça. C'est une culture patrimoniale, franco-française, etc., anti-féministe, voilà, tout ce qu'on connaît de l'extrême droite, hein, effectivement. Et ils auraient les moyens, tout à fait, comme vous dites. Est-ce que vous estimez, après on va passer aux 2 autres sujets, parce qu'il nous reste 20 minutes, si on veut faire le tour de la question, est-ce que vous estimez qu'il y a déjà un cinéma d'extrême droite en France? Il y a déjà des cinéastes qui ne se revendiquent pas forcément, mais dont les valeurs peuvent se retrouver dans les films? Attends, excuse-moi, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est la taxe sur l'audiovisuel public du RN aussi, parce que l'audiovisuel public quand même finance le cinéma, et ils veulent privatiser l'audiovisuel public. Donc déjà ça, ce serait quand même, ce serait déjà quand même une démarche qui mettrait à mal le cinéma. Voilà, qu'on défend. Parce qu'il n'y a pas que Canal+ qui finance le cinéma, les chaînes publiques financent beaucoup le cinéma aussi. Ah oui. Pour clore sur l'idée de revanche, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, moi, je pense qu'il y a avant tout des gens ivres de pouvoir, et je crois que c'est vrai autant en France qu'aux États-Unis, qui ont senti une envie de revanche. Parce que la vie est dure, parce que l'inflation, et donc dans la vie dure, on a envie, en tout cas ces gens ivres de pouvoir, ont senti une envie de revanche, ont senti une envie de coupable, et capitalisent tout sur ça en se foutant totalement et du peuple et de la culture, je pense, aussi bien l'équipe nommée en ce moment par Trump que le RN ici. Il y a juste une capitalisation, une carte jouée sur la revanche. C'est la revanche d'absolument personne. Je veux dire, moi, je sens... j'en parlais tout à l'heure avec Elisabeth et Christophe, je sens même au sein de ma famille une
haine de la culture, mais absolument délirante, alors que moi-même, je travaille dans la culture, ils me voient bien travailler, ils me voient bien galérer pour ci ou ça, mais une haine fondée sur rien, fondée sur ce qu'on leur met dans la bouche, c'est-à-dire le ressentiment dont tu parlais tout à l'heure, de nantis, de ci, de ça, de je ne sais quoi, une haine absolument effrayante de gens proches à ma table, c'est complètement sidérant. Donc oui, il y a une carte jouée entièrement dans une hypocrisie absolue, parce que aucune de ces personnes-là ne sera bénéficiaire de ça, mais par contre, eux auront un poste de pouvoir, ce qui est la seule chose qui est voulue. Donc, revanche, non, de personne. Revanche orchestrée, oui. Et sur un cinéma d'extrême droite, sans citer de nom, il y a des producteurs très à droite, comme il y a des éditeurs très à droite, je pense, mais un film, c'est très cher à faire, donc pour le financer, il faut quand même s'agréger des gens, et puis il faut qu'ils soient vus aussi. Enfin, voilà. Après, il y a des films qui n'ont pas d'idéologie affichée, mais qui ont un fond, un arrière-fond d'extrême droite. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, mais pour l'instant, il n'y a pas à part Vaincre et mourir, il y a pas de... Parce que là, c'est franchement un film d'extrême droite, et même révisionniste, encore une fois, historiquement. Mais parlons de ces films qui ouvrent le débat. On peut en parler du moment qu'il y a d'autres films, plein d'autres films. Bien sûr. C'est ça ce que disait Christophe aussi sur cette diversité, et c'est ça qui est le plus important à défendre, je pense. Alors, les deux sujets qu'on s'était dit qu'on pourrait aborder, il y a l'écologie et puis il y a les violences sexistes et sexuelles au sein du cinéma. Vous voulez qu'on aborde lequel en premier ? L'écologie, peut-être, tu veux. L'écologie pour Antoine, puisque tu es à la tête je veux pas écorcher le nom de ce podcast, l'écologie et la pratique du cinéma, 6 épisodes sur la SRF. Alors là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi ils font un podcast, normalement c'est des gens d'image, mais enfin bon, peut-être des problèmes d'argent. Bref, il y a tout un tas de gens du cinéma qui essaient de réfléchir à la question de l'empreinte carbone. Et déjà, première découverte, les tournages, c'est seulement un quart de la pollution, parce qu'en plus de nous polluer nos esprits, vous polluez la planète, alors que je pensais que c'était les tournages qui étaient le plus carbonivores, je ne sais pas comment on dit. C'est toute la chaîne du cinéma qui... Non, là je pense que tu parles de tout l'audiovisuel. Pas forcément que du cinéma déjà. Oui. Tout l'audiovisuel, c'est la 60 ou 61e industrie la plus polluante. Ouais, donc c'est ça. Pas tout de suite. Oui. C'est à peu près 11 à 12 millions de tonnes annuelles. C'est colossal, mais c'est très loin d'être l'industrie la plus polluante. Cela dit, c'est extrêmement polluant. Et je pense que l'écologie, ce qui peut être assommant, c'est de se dire qu'on doit agir sur tout en même temps. Non, je pense qu'on doit agir à son endroit, notamment son endroit professionnel. Et si tout le monde le fait, et de fait, il se passera quelque chose. Donc, de ça est venue aussi la prise de conscience que les cinéastes sont extrêmement en retard sur la prise de conscience écologique. Pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'un cinéaste est souvent considéré sur un tournage un peu comme un gros bébé qu'on amène sur le lieu de tournage et qu'on ramène et à qui on cache, pour des très bonnes raisons, les 3/4 des problèmes du tournage, sinon il pèterait un câble. Donc en tout cas, il peut y avoir une sorte de... En tout cas sur le cinéma de fiction, on va dire. C'est moins vrai du tout sur le tournage de documentaire, mais cela dit, le documentaire ne pollue quasiment pas, c'est tout à fait négligeable par rapport à la fiction. Donc déjà, on peut libérer les gens du documentaire. Des fois, on fait beaucoup de voyages en avion. Oui, mais alors là, franchement, même prends l'avion, Christophe, pas de souci, tu vois, par rapport à pour ton film, par rapport à ce que c'est qu'un film de fiction, il y a vraiment aucun problème. Alors, qu'est-ce qui pollue dans le cinéma ? Alors, ce qui pollue énormément, c'est effectivement les transports, mais effectivement, le transport d'un seul réalisateur ou d'une seule réalisatrice pour un documentaire, c'est négligeable par rapport à des transports qu'il peut y avoir. Par exemple, sur un très gros film français récent, il y avait plus de 4 fois le tour de la Terre en essence de voitures individuelles. 4 fois le tour de la Terre. Bon, là, je trouve on arrive dans des délires quand même. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que ce sont des voitures individuelles, parce que ce sont parfois des comédiens ou parfois des producteurs ou d'autres qui ont une voiture donc, pour eux. Et donc, ça, c'est une des premières choses. Là, il faut absolument
quand c'est possible, regrouper les repérages sur un rayon d'à peu près 10 km qui permet d'utiliser soit le vélo, soit d'y aller à pied, soit les transports en commun. Et dans le cas où c'est impossible, d'avoir des voitures, des vannes, en tout cas, où on est 5, 6, etc. Donc, par exemple, réfléchir à ces repérages, c'est quelque chose qu'il faut repenser complètement différemment par rapport, par exemple, au bureau d'accueil de tournage en région, où avant, ils étaient formés, et c'était très bien, puisqu'on ne se posait pas la question avant de l'écologie, pour vous dire, pour, je sais pas, la grotte, j'ai trouvé un truc là-bas, et puis pour le bureau de quand elle travaille dans je sais pas quoi, j'ai trouvé ça à 300 km. Voilà. Ouais. Et il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, il y en a un. Aujourd'hui, il faudrait savoir quel est son décor principal et prendre la décision artistique. Mais je veux dire, immédiatement, les cinéastes hurlent sur leur liberté de création. Mais je veux dire, faire un tournage, ça n'est qu'une succession de contraintes. Pourquoi pas celle-là, puisqu'en plus, elle est quand même intéressante pour la survie de notre planète et qu'elle peut être, pourquoi pas, ludique, comme toutes les contraintes, et qu'elle peut ramener du collectif, et qu'elle peut même ramener, on s'en est rendu compte sur les premiers tournages éco-responsables, un vrai plaisir et un vrai esprit au tournage, à une époque où quand même la souffrance au travail est une vraie problématique. Retrouver du plaisir à travailler, et notamment ensemble, c'est pas négligeable. Bref, tout ça pour dire que on a remarqué qu'au fur et à mesure du temps, plusieurs corps de métier du cinéma avaient pris conscience de la dimension écologique. Je parle par exemple des chefs d'éco, des cantines, du catering. Ça peut être aussi des directeurs ou des directrices de production, ça peut être au costume, ça peut être parfois même au maquillage, coiffure. Des gens ont pris conscience. Mais, comme souvent Est-ce que c'est parce que ces gens portent des choses ? Portent des choses, physiquement. Physiquement, c'est des gens en tout cas qui sont dans le concret de ce que c'est que du déchet. Voilà. Par exemple, dans le décor, où c'est vrai, Valérie Valero, par exemple, qui est décoratrice sur le film Maria, sur la vie de Maria Schneider, parlait du fait que dans les années 50, en France, on avait des lieux de stockage de décors qui étaient constamment recyclés. Et puis, le prix des locaux, le prix des transports pour conserver et pour transporter ces décors a fait qu'on a commencé à jeter. Tout est devenu jetable. On a commencé à utiliser des feuilles de décor et des feuilles de décor, des feuilles de décor et tout balancer. On va revenir à ce système. Donc c'est des gens, oui, qui effectivement, quand on fait la cantine, quand on fait le catering, on voit la viande de bœuf qui est jetée. Donc un autre poste extrêmement énergivore, voire écocidaire, effectivement, c'est l'endroit de la cantine. C'est-à-dire qu'un repas de bœuf avec une mousse au chocolat par rapport à un repas végétarien. Et on hurle quand on entend végétarien, mais on ne devrait pas hurler quand on entend végétarien, on devrait hurler quand on entend végétarien pas bon. Mais aujourd'hui, les nouveaux catering travaillent sur le végétarien qui doit être équilibré et bon. Mais on est sur un rapport de 1 à 14. C'est-à-dire que pour un repas végétarien, l'équivalent, c'est 14 fois ça quand le repas n'est pas. Donc vous imaginez multiplié par une équipe de parfois 30, 40, 50, 80, 100 personnes, et ça sur 40 jours, 50 jours, 60 jours de tournage. Est-ce que cette prise de conscience, il y a une contrainte ou pas du tout ? Parce que maintenant, donc il y a des éco-référents, il y a des nouveaux métiers. Alors les contraintes vont arriver, mais en tout cas, la prise de conscience des cinéastes, notamment à la SRF, elle a été que certains de ces corps de métier avaient pris conscience de la dimension écologique, avaient commencé à changer leur méthode, mais que n'étant pas légitimés par le haut de la pyramide, on pourrait dire que ce soit le ou la cinéaste, le ou la productrice, avaient beaucoup de mal, et c'était souvent des métiers exercés par des femmes, et donc se rajoutait, ne soyons pas avares d'un peu de sexisme, un peu de sexisme par-dessus, et un peu de violence pourquoi, je ne sais pas, l'écologie est considérée féminine. Aucune idée pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Donc, le sexisme a joué plein pot. Tu nous emmerdes avec ta feuille de décor, tu nous emmerdes avec ton tofu, tu nous emmerdes avec je sais pas quoi, et ta voiture à 6. Bon. Donc, les personnes qui ont commencé à mettre en place ces mesures éco-responsables sur les tournages se sont pris en pleine poire la hiérarchie et n'ont pas réussi, étaient parfois moqués, parfois de façon insultante, dans leur pratique, et en gros étaient le chieur ou la chieuse du tournage. D'où l'importance
et c'est là que ça recoupe avec les VHSS, c'est que quand même, les formations sont devenues obligatoires, sauf pour les cinéastes. C'est quand même, là on nage en plein délire, c'est-à-dire que moi j'ai fait cette formation, mais je ne l'ai fait que comme intervenant FEMIS. Je n'ai pas eu à la faire comme cinéaste. On marche sur la tête. Donc ça c'est des formations qui sont faites quand on a des subventions, par exemple. On te dit... Voilà, et qui deviennent conditionnés aux aides. Enfin, les aides sont conditionnées. Et les cinéastes, ils n'ont pas de... Alors ça y est, c'est devenu obligatoire pour les cinéastes. Je ne dis pas que les cinéastes sont toujours les agresseurs. Je dis juste que le cinéaste ou la cinéaste est en haut de la pyramide et va donc insuffler une philosophie et une façon de fabriquer le film qui va irriguer tous les rapports humains et professionnels de la chaîne de tournage. Même chose pour l'écologie, quand le ou la cinéaste, le ou la productrice, idéalement les deux mains dans la main, vont dire « c'est un film écolo », ça vous plaît pas, vous avez le droit de ne pas travailler dessus si ça ne vous plaît pas, tout le monde est légitimé. C'est-à-dire que plus jamais on va dire à la chef déco tu nous emmerdes avec ta feuille de décor, plus jamais on va dire, etc. Et donc c'est un changement fondamental. Mais pourtant, quand je lis le site de la SRF, je trouve quand même qu'il y a un côté un peu faux cul. Vous posez la question, comment concilier la richesse de notre création cinématographique avec la diminution des émissions carbone? Comment ne pas nous sentir diminués ou empêchés dans nos élans artistiques? Comment transformer une contrainte inéluctable en une dynamique inventive et généreuse? Là, on sent qu'il y a eu des discussions. Pourquoi c'est faux cul? Comment non? Mais non, mais moi, dès que je dis le mot écolo... Comment? C'est pas focus. C'est pas focus. On est des créateurs, des inventeurs de formes, donc il faut intégrer ces contraintes, comme a brillamment dit Antoine, mais il faut qu'on reste maître de ce qu'on crée et qu'on puisse faire les choses. Donc je pense que c'est je vois pas ce qu'il y a focus là-dedans en fait. C'est juste intégrer la question de la création dans l'écologie. C'est la première et la plus forte des réactions dès qu'on dit écologie. Tous les cinéastes disent ah, ma liberté de création. Bah tu vois. Bah oui. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce texte qui dit comment faire. C'est pour ça qu'il est pas focus. Alors non mais il va falloir leur apporter des réponses à ces gens-là. C'est-à-dire, la première, elle est déjà que l'immense majorité des mesures que tu peux prendre sur ton tournage n'est pas visible à l'image. Tu vois? Donc déjà, que ce soit les transports, que tu sois arrivé tout seul dans ta bagnole à verre fumé, ou que tu sois arrivé dans un van à 6, que tu aies mangé du tofu ou du bœuf, ne se verra pas à l'image. Tu vois? Donc déjà, ça peut rassurer énormément. Après, si tu as envie d'aller plus loin, et que tu as envie, et plus loin, ça peut même vouloir dire pour certains ou certaines le récit. Il y a des gens qui vont commencer à vouloir faire des récits éco-sensibles, que ce soit, je sais pas, je pense à Sauvage de Claude Barras, je pense aux Algues Vertes, je pense à plein de films qui ont, ou qui même ne sont pas forcément des thématiques directement écolo, mais qui ont envie en tout cas de montrer un autre code de la vie et de la normalité, c'est-à-dire que être riche, c'est pas forcément prendre un jet privé, c'est-à-dire que le succès, c'est pas forcément avec 3 bagnoles. Commencer à changer un petit peu les codes de représentation de ce qu'on voit à l'image, que de jeter du plastique partout, je sais pas. Mais aujourd'hui, personne ne t'oblige à faire ça dans ton film. Par contre, tout ce qui est backstage, tout ce qui est ton tournage, et qui est déjà absolument colossal, et qui est l'immense majorité de ce qui est énergivore sur un tournage, ne se verra pas à l'image. Donc ça, c'est quand même des choses de pure pédagogie. Moi, je trouve pas ça focus. Je trouve qu'il y a des gens qui ont bossé, tu vois, en l'occurrence pas moi, des gens comme EcoProd, des gens formidables, tu vois, qui ont vraiment travaillé sur le truc pour se rendre compte, attends, paf. Et c'est vrai que dans l'audiovisuel, en fait, les seules sociétés qui sont liées en fait aux accords de Paris, aux accords du GIEC, etc., sont les grandes sociétés. Ouais. Donc en fait, si tu veux, non seulement on est en retard dans le cinéma, mais on est en retard dans l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les productions Netflix, les productions France Télévisions, les productions Amazon sont éco-responsables. Pas par choix. Je ne crois pas qu'ils se soient dit tiens, non, par obligation, parce que ce sont des grandes entreprises. Ça veut dire qu'il y a des contrôles. Ça veut dire qu'ils ont des obligations RSE. Ouais. Parce qu'ils sont une grande entreprise. Okay. Donc ils ont été obligés. Et donc quand tu vas aux assises de l'écologie, de l'écoproduction en tout cas, les prochaines seront le 10 décembre à l'Académie du Climat, métro Hôtel de Ville, à Paris. Oui. Quand tu vas là-bas, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on y allait l'année dernière avec Thomas Salvador, Caroline de Ruas notamment. On était les seuls cinéastes en fait sur 400 ou 500 personnes. C'était que Netflix, et super, hein, tant mieux qu'ils soient là. Mais juste c'était
ça hurlait le retard des cinéastes, si tu veux, parce que supposément notre liberté de création, voire même des producteurs vont le penser pour nous. Ah ben non, on veut pas trop toucher à ça. Mais ne pensez pas pour nous. Des gens ne voudront pas faire de l'éco-responsabilité. Et des gens voudront bien. Posons la question. Est-ce que, après on passe au dernier sujet. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est super. Est-ce que vous allez jusqu'à envisager un label, tu vois, ce film à utiliser? Il y a un label, il y a un prix EcoProd. J'étais membre du jury cette année, mais c'est un prix qui est donné depuis 3 ans ou 4 ans, je crois, pendant le Festival de Cannes, par EcoProd. Il y a 2 grandes sociétés, EcoProd et Sequoia, mais il y a énormément d'initiatives comme le collectif Cut, Carole Scotta, Swan Arlo et Jérémy Régnier. Il y a Nausicaa, il y a l'écran d'après. Enfin, il y a énormément d'initiatives absolument formidables qu'il faudrait d'ailleurs connaître et regrouper. Voilà. Mais aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a des formations pour tous les corps de métier du cinéma et on a participé à la SRF à la conception de la formation pour les cinéastes. Et oui, bien sûr. Très bien. Impeccable. On aborde le dernier sujet, peut-être. Je ne sais pas, Elisabeth ou... je ne sais pas, parce que tout à l'heure... Quelqu'un disait que tu parlais pas assez. Oui, en plus. Au début, t'étais sur les chapeaux de roue, puis là, tu les laisses parler. Je veux juste... Il y avait une question sur Arte. En fait, Arte ne peut pas être privatisée, en fait, parce qu'elle ne fait pas partie de l'audiovisuel public et que c'est une structure qui est franco-allemande. C'est ça. Donc c'est plus compliqué. C'est pour ça que Le Pen ne parle pas de privatiser Arte, parce qu'elle ne peut pas, tout simplement. Sinon, elle déclencherait la guerre avec l'Allemagne. Là, c'est autre chose. Je voulais juste dire ça. En fait, c'est le statut juridique d'Arte est très différent. Oui, absolument. Ce qui les empêche pas d'être quand même inquiets. Ça les empêche pas d'être inquiets par ailleurs. Mais effectivement, il y a une forme de... voilà, ils sont pas en première ligne sur la question de la privatisation. Absolument. Ouais. Puisque c'est un traité franco-allemand. Donc non, ce qu'on voulait aborder, mais peut-être qu'on pourrait faire ça une autre fois, c'est la question des violences sexistes et sexuelles au sein du cinéma. Évidemment, tout le monde le sait, ça a explosé au grand jour il y a quelques années. La question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous sentez un backlash arrivé, type une forestisation du cinéma, c'est-à-dire que on voudrait finalement, allez, c'est bon, quelques coupables sont tombés ou vont tomber, et puis on remet le couvercle sur tout ça, ou au contraire, le débat est ouvert, il est lancé, les prises de conscience sont faites, et on ne reviendra pas en arrière. On en est où ? Moi, je peux juste pour juste pour la SRF, pour dire où on est la SRF. Judith Godrèche a intégré notre conseil d'administration cette année, donc c'est vraiment un sujet central. Elle n'est pas que ça, Judith, mais c'est elle qui a apporté ces questions. Donc c'est un sujet central et la SRF va être auditionnée par l'Assemblée nationale, comme on dit, la commission dirigée par Sandrine Rousseau début décembre. Voilà, donc on a une délégation qui va être, voilà, et nous, à l'intérieur de la SRF, c'est pas du tout un sujet passé, c'est au contraire un sujet encore à venir. Voilà, je voulais juste dire ça pour la SRF. Non, mais moi, parce que je peux ajouter, en fait, c'est un sujet évidemment qui concerne et agite la SRF depuis quelques années, comme tout le milieu du cinéma. Et c'est vrai que, alors, on a vécu une situation assez paradoxale, c'est-à-dire que le président du CNC, Dominique Boutonnat, était accusé de violences sexuelles. Donc, pendant quelques années, voilà, le patron du CNC était dans cette situation. Et dès le départ, la SRF a été l'une des organisations professionnelles qui s'est prononcée clairement pour son éviction. Et on était un peu les seuls au début. Je crois qu'on n'était pas très nombreux. Voilà. Ensuite, il y a eu Depardieu. On était aussi parmi les seuls à réagir à un article de Mediapart en disant qu'on soutenait les victimes et les témoignages, etc. Il n'y avait pas grand monde non plus à ce moment-là pour réagir. Donc, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Et cette année, effectivement, il y a Judith Godrèche qui nous a rejoint au CA élargi. Donc, bien évidemment, ce sujet va rester un des sujets majeurs de la SRF. Moi, je pense pas du tout. Je pense que c'est un chemin qui ne fait que commencer et que ça va continuer aujourd'hui. Alors
parce que bon, il y a eu les scandales ont explosé, enfin les uns après les autres. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc évidemment, c'est les changements de comportement qu'il faut mettre en place. Mais c'est en train de se mettre en place. Il y a des comment ça s'appelle, des coordinateurs d'intimité, c'est ça, qui vont arriver sur les tournages. Ça va peut-être même devenir obligatoire. Et Oui, c'est déjà fait. Et la SRF a porté aussi ce combat, qui est des coordinateurs d'intimité. Là aussi, il y a eu un peu comme l'écologie, il y a eu un débat sur la liberté du créateur, s'il y a un coordinateur d'intimité. Donc des coordinateurs d'intimité, c'est quoi? Un coordinateur d'intimité, c'est quelqu'un, quand il y a des scènes de sexe sur un plateau, en fait, qui vient vérifier que les acteurs, ouais. qui est présent tout simplement, qui vient vérifier que les acteurs sont d'accord avec ce qu'on leur demande de faire. Qui est présent, qui peut conseiller, voilà, qui est une sorte de vigie pour s'assurer que tout se passe bien, que tout le monde est bien au fait de ce qui se passe, et qu'il n'y ait pas d'abus, quels que soient ces abus, etc. Donc, pour sortir de cette violence qui, effectivement, a concerné le cinéma, et concerne toujours le cinéma, mais on espère de moins en moins, et plus du tout dans les années à venir. Qui a même été sacralisé, qui a même été un objet de fascination, cette violence. Et c'est ça, je pense qu'il faut absolument défaire, déconstruire, partir sur d'autres bases. Il y a même un endroit où l'écologie, en tout cas l'éco-responsabilité et la prise de conscience des VHSS se recoupent. C'est sur la représentation du pouvoir, parce que finalement on voit aussi que aujourd'hui il va y avoir plus de femmes cinéastes, et tant mieux, j'espère qu'il y en aura de plus en plus, mais les femmes sont également tout à fait capables de perpétuer les violences, parce que ce ne sont même plus tellement des violences sexuées, même quand elles sont sexuelles, ce sont avant tout des violences de pouvoir. On agresse en général une jeune comédienne. Alors à la SRF, il y a eu des membres féminins qui ont eu des problèmes avec ça aussi. On est une association de plus de 450 cinéastes, et c'est des choses qui ont été discutées, et évidemment, bien sûr, ça s'appelle Société de cinéastes, donc on est une société, donc on représente ça, mais en tout cas là où ça se recoupe avec l'écologie, c'est que l'écologie elle va agir à un endroit qui va déplaire dans un premier temps, qui est la perte d'une hégémonie, la perte d'un pouvoir, et surtout de la représentation de l'image du pouvoir, c'est-à-dire la voiture individuelle à verre fumé, c'est-à-dire la pièce de bœuf qui dit « je vous emmerde tous », c'est-à-dire le etc. Et donc des gens vont lutter contre ça de la même façon qu'il y a la perte d'un pouvoir qui était le pouvoir sur un corps jeune, un corps de femme ou un corps d'adolescent, peu importe. En tout cas, c'est un endroit où les choses vont devoir se repenser. Mais si vous faites du cinéma pour avoir cette bagnole à verre fumé, si vous faites du cinéma pour avoir ce rapport sur un corps, mais ne faites pas de cinéma, allez vous faire foutre en fait. Moi c'est ça que j'ai envie de dire. Et on peut admirer des cinéastes. Et on verra, quand ces choses qui sont en train d'être mises en place et vont l'être encore plus, on verra qui veut faire du cinéma. Qui a vraiment envie d'être acteur quand ce sera plus une histoire de collier et de voiture? Qui aura envie d'être réalisateur quand on ne pourra pas toucher ou mettre sa main dans la culotte d'une jeune fille? Qui aura envie? Ces gens-là, ils feront du cinéma. Et ce sera peut-être les jeunes d'aujourd'hui. Qui aura envie? Non, les gens qui ne voudront pas ça. Oui, voilà, c'est ça. Ces gens-là, ah oui, je dis là. C'est important, parce qu'il ne faut pas jeter le cinéma d'auteur avec sur l'autel de ces violences en fait. Et là-dessus, évidemment, nous qui défendons les cinéastes et le cinéma d'auteur, c'est pour ça que j'ai dit que la SRF était fille de la politique des auteurs. C'est très important, parce que autant on est très, je pense, à la pointe de ce combat contre les violences sexistes et sexuelles, autant on veille à protéger l'idée que le créateur reste le cinéaste. Et je veux juste rajouter un tout petit mot là-dessus. Le réalisateur ou la réalisatrice peuvent aussi, eux, être l'objet d'harcèlement. Et ça, il faut aussi le comprendre. C'est-à-dire que nous, on est dans les deux endroits, en fait. On peut aussi être harcelé par des producteurs, par des financeurs. C'est arrivé. On a plusieurs cas aussi de femmes, en particulier, qui ont été violentées par leurs producteurs. Donc, on a aussi... Il y a une circulation du pouvoir. Donc, le cinéaste ou la cinéaste a un pouvoir sur un plateau, mais il n'est pas le seul à avoir un pouvoir sur un plateau. Les grands chefs de poste ont aussi des pouvoirs, et les producteurs, évidemment, ont aussi un pouvoir sur ce plateau. Donc on est
mais les cinéastes sont au centre de ces questions, en fait. Et ça, c'est important aussi de le comprendre. Alors, justement, ce sera la dernière question après. Je voudrais revenir sur le livre de Geneviève Cellier, dont je parlais tout à l'heure, Le culte de l'auteur, les dérives du cinéma français, paru il y a quelque temps. Sa thèse, si j'ai bien compris, donc c'est une professeure de cinéma, sa thèse, si j'ai bien compris, c'est de dire que le cinéma d'auteur, avec sa posture assumée de génie solitaire, c'est lui qui a généré en partie les conditions de ces violences, on va dire. Weinstein, c'est pas un auteur solitaire. Hitchcock non plus. Hitchcock non plus. Et Alain Resnais n'a jamais eu de plainte. Rivette, qui a tourné toute sa vie. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ça? Rivette, qui a tourné toute sa vie avec des jeunes filles. Romer, qui a tourné toute sa vie avec des jeunes filles, qui était un maître absolu. Romer, on ne mouftait pas sur ses plateaux et tout ça. Il n'y a jamais eu l'ombre d'un problème. Donc ce n'est pas le cinéma d'auteur la question. C'est ce qu'a très bien dit Elisabeth, c'est la relation de pouvoir. C'est quand il y a un pouvoir, oui, il y a potentiellement... Ce qu'elle dit, c'est que l'auteur, en France, justement, il est tout puissant. C'est faux. Il n'est pas tout puissant. C'est faux. Enfin, c'est objectivement, historiquement faux. C'est pas vrai. Un auteur n'est pas tout puissant. C'est pas vrai. Il y a des auteurs qui sont pas tout puissants. Et des très grands cinéastes. Resnais, Romer, c'est parmi les plus grands cinéastes du monde. Bien sûr. Hein, c'est pas, je veux pas comparer, pour être gentil, avec ceux qui sont accusés de violences sexistes et sexuelles quand même. On n'est pas au même niveau d'invention, etc. Donc on a suffisamment d'exemples pour dire que c'est faux. En fait, c'est pas le cinéma d'auteur le problème. Il y a un dévoiement. Antoine l'a très bien dit. Il y a des gens qui ont pensé que être un cinéaste, c'est avoir un pouvoir sur le corps des femmes. Mais c'est pas le cinéma d'auteur, ça. C'est un dévoiement du cinéma d'auteur. Faut pas confondre, en fait. Ah, mais il y a deux sujets, en fait. Il y a le sujet des violences, qui, voilà, on en a parlé. Il y a le sujet du regard sur le monde. Et c'est bien évident que le cinéma français, a eu un regard masculiniste, en particulier le cinéma des années 60, 70, même 80. C'était des réalisateurs hommes, pour leur très grande majorité. Et bien évidemment, ce ne sont pas des films féministes, loin de là. Et aujourd'hui, quand on regarde certains films, on a du mal à les regarder, parce qu'ils présentent une vision du monde et de la femme qui est... ou des femmes qui est absolument insupportable. Mais ça, je pense que c'est... Ça, c'est très juste, mais c'est un autre sujet que les violences. C'est un autre sujet, mais c'est un sujet extrêmement important, parce que, évidemment, c'est le reflet d'une société. J'espère qu'on est en train de tourner la page, et qu'effectivement, l'arrivée des femmes... il y a de plus en plus de réalisatrices, et puis j'espère que le regard des hommes va changer, mais c'est une réalité. Et moi j'avais l'impression qu'elle était plutôt sur ce sujet-là, c'est-à-dire que, attention, toute l'histoire du cinéma, en tout cas de ces 40, 50 dernières années, est quand même un cinéma, on va dire, largement masculiniste, machiste, avec un regard un peu dégradant sur les femmes. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a toujours des violences, mais c'est un fait. Et c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui. Il faut une pluralité des regards, une diversité des regards qu'on n'avait pas avant. Donc une diversité de classe, une diversité de genre, une diversité d'origine sociale, ethnique, je sais pas... Et ça, c'est évidemment extrêmement important. Il faut sortir d'un cinéma français, d'hommes blancs, etc. C'est là le sujet, en fait. Je pense que c'est quand même... aussi le sujet de son livre. Hein. Oui, mais je pense que le vrai sujet là. Après, sur les violences, alors effectivement, les violences... effectivement, c'est un peu facile. Disons on trouve là le moyen d'attaquer le cinéma d'auteur par ce biais-là, mais je pense que c'est aussi une façon d'attaquer une fragilité et de Annie Ernaux, elle dit très bien d'ailleurs qu'on demande une exemplarité aux victimes souvent. Et le cinéma d'auteur, quand on dit cinéma d'auteur, même si moi je pense que Hitchcock est un auteur, ou que certains films commerciaux sont faits quand même par des auteurs ou des autrices, quand on dit cinéma d'auteur, on parle d'un cinéma qui est ce cinéma vulnérable, et donc on attaque une vulnérabilité, et on demande aux vulnérables une exemplarité, et ça il y a quelque chose qui je trouve est complètement insupportable, et qui est à côté du problème. Le problème, c'est ce que vous venez de dire, et c'est ce qu'on a dit, c'est un problème
problème de pouvoir, c'est un problème de pourquoi on est venu là. Ça n'a rien à voir. Comme dit Christophe, l'auteur ou l'autrice doit absolument rester capitaine de sa barque du film. Quand on réalise un film de fiction, moi je sais pas, le dernier film que j'ai fait, tout le monde est au courant que c'est moi le réalisateur. Je n'ai aucun autre pouvoir à exercer ou à vouloir ou à fantasmer que celui de la clarté. Le chat ne comprend pas quand tu dis le cinéma d'auteur serait victime. Le cinéma d'auteur, depuis sa création, si j'ose dire, c'est-à-dire avec concomitante au CNC, sa reconnaissance, c'est la critique française qui, dans les années 50 et 60, Absolument. A reconnu la question en disant l'auteur d'un film, c'est le réalisateur, y compris dans l'industrie. John Ford est l'auteur du film, c'est pas le scénariste, etc. C'est ça. Et donc ça a donné la politique des auteurs. La politique des auteurs a donné ce système français qui fait que le créateur sur un plateau, c'est le cinéaste. Et ce point de vue a toujours été attaqué par le marché qui lui veut sérialiser, par les producteurs qui disent c'est nous qui décidons. C'est-à-dire c'est vraiment une lutte de pouvoir. Qui a le final cut sur un film, c'est-à-dire qui décide la version finale du film. Est-ce que c'est le réalisateur ou est-ce que c'est le producteur? Voilà. Et quand c'est le producteur, c'est l'argent. Il y a des producteurs qui sont qui ont été des grands créateurs aussi, voilà, mais c'est soit le pouvoir financier qui décide, puisque c'est le côté industrie, si on veut, c'est soit l'industrie qui décide en fait quel est le produit finale, soit c'est l'auteur qui décide quelle est l'œuvre finale. La bataille, elle est là. Et c'est pas une petite bataille. À l'âge des plateformes, à l'âge de l'industrie culturelle mondialisée, qui veut mettre à mal et qui veut rabaisser les cinéastes au rang de techniciens, en fait. C'est ça. Donc, quand je dis quelqu'un se demandait le cinéma-auteur est victime, il est victime de ces campagnes, en fait, qui veulent que le cinéma devienne une industrie comme une autre et plus un artisanat ou une œuvre. Voilà. Et une petite piste. Ah non, Elisabeth, tu vas ajouter quelque chose? Non, mais c'est bien sûr que le cinéaste est attaqué. Aujourd'hui, on parle des plateformes, etc. Le statut de l'auteur-réalisateur est complètement différent selon qu'on fait un film pour la télévision, pour une plateforme ou pour le cinéma. Donc ça, on le sait. On sait que les auteurs... réalisateurs sont attaqués. C'est une lutte de pouvoir. Qui a le pouvoir sur un film? Est-ce que aujourd'hui c'est le diffuseur d'ailleurs qui a le pouvoir sur un film, et le réalisateur ou la réalisatrice est rabaissé, considéré au rang d'un faiseur parmi d'autres. Voilà, on est dans une industrie. Il y a l'Acide, votre concurrent. Non, c'est des partenaires. C'est des partenaires. Non, mais j'étais à l'Acide. Non, c'est des... Je rigole. On n'est pas vraiment sur le même champ. On n'est pas sur les mêmes champs. Non, mais ils ont eu un communiqué là il y a quelques jours qui moi m'a beaucoup intéressé sur l'idée de les films de peu, et sur l'idée qui irait un peu dans ce que tu disais, décarboner, voire décroissant, c'est-à-dire en disant il faut réfléchir à faire des films avec très peu d'argent. Est-ce que ça, par exemple, c'est une solution par rapport aux questions de pouvoir dont tu parlais tout à l'heure, de bagnole, de machin? On a monté un groupe de travail là-dessus. Moi, c'est un truc qui m'obsède. Cinéma et décroissance, par exemple, c'est vraiment un truc. Je crois qu'aujourd'hui, partout sur la planète, on peut prendre Hong Sang-soo. Ça a commencé avec Eric Romer, effectivement. Nicolas Pereda au Mexique, Jonas Trueba en Espagne. Godard, comment ça s'appelle j'ai oublié son nom en France, qui a fait Un parc, Damien Manivelle, des gens comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, on voit des films qui ont été faits pour des sommes absolument ridicules sur des... Pierre Creton, l'immense Pierre Creton, qui ont été faits sur des toutes petites sommes, qui ont été parfois tournés en quelques jours, en 15 jours, etc., et qui sont dans les plus grands festivals du monde. Pierre Creton était quand même à la quinzaine il y a un an et demi. Hong Sang-soo a régulièrement des prix à Cannes, à Berlin, etc., et qui sont des immenses films, pour le coup, vraiment d'auteurs ou d'autrices, Kelly Ricard, etc. Je crois que oui, ça pose la question. Mais par exemple, quand on voit deux cinéastes accusés de violence sexuelle, d'un côté Jean-Claude Brissot, de l'autre côté Roman Polanski, il y en a un qui est, après avoir, on pourrait dire, payé sa dette à la société, s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus faire des films produits, qu'on n'allait plus le produire, etc. Il a fait donc plusieurs films décroissants. Il a fait des films pour quasiment rien, et c'est un cinéaste qui est redevenu intéressant. On peut lui reprocher ce qu'il a fait. En l'occurrence, la justice l'a condamné, et on peut aimer ou pas ses films. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est remis en question. Dans le cas de Roman Polanski, on voit bien qu'il n'y a strictement aucune remise en question, qu'il n'y aura jamais, et qu'il y a surtout l'impossibilité absolue, fondamentale,
central de quitter ses privilèges, et donc dans les privilèges, les coûts pharaoniques de ses films. Et donc il fait son dernier film qui fait 2 entrées dont tout le monde se fout, et à l'inverse de Brissot, par exemple, qui a quand même eu un Léopard d'or à Locarno, près de 10 ans après. Alors je suis pas là en train de défendre Jean-Claude Brissot, je dis juste qu'il y a des cinéastes, et aujourd'hui, par exemple pour l'écologie, mais pour plein d'autres raisons, on peut être intéressé par une forme de décroissance, qu'elle soit d'abord énergétique, mais elle peut être aussi budgétaire, elle peut être aussi sur l'idée du pouvoir, elle peut être aussi sur l'idée du sujet. On peut Kelly Reichardt, par exemple, elle travaille sur des petites choses, des petites histoires. Pour autant, ses films sont larges. Mais ça peut pas être tout le cinéma non plus. Ça ne peut pas être tout le cinéma, mais c'est une direction passionnante, en tout cas. Et complémentaire et diverse. Tout à fait. Et on réfléchit à un nouveau modèle qu'on porte tous les trois, d'ailleurs, avec d'autres, avec Nicolas Klotz par exemple, qui lui aussi fait des films avec très, très peu d'argent et des grandes œuvres aussi. Pedro Costa, etc. Et on réfléchit à essayer de trouver une façon d'aider ces films, en fait, parce que dans la nomenclature des aides actuelles, c'est très compliqué c'est assez paradoxal, mais c'est très compliqué pour un film à petit budget. Petit budget, c'est moins d'1 million, hein, pour prévenir, voire c'est autour de 300-500 000 euros. Alors ça, le documentaire, nous, dans le documentaire, on fait ce genre de budget, mais pour des films de fiction, et c'est normal avec des acteurs, des décors, etc. C'est forcément plus cher. Donc c'est dans ces échelles de prix, il y a finalement peu d'aides qui peuvent bénéficier à ce type de projet. Donc on est en train de réfléchir à ça. L'Acide le fait aussi, on est en contact avec eux d'ailleurs. Donc oui, c'est pour tourner de façon plus rapide. C'est ça, de façon plus rapide, plus légère. Et ça nous permettrait aussi d'avoir une nouvelle liberté de création, c'est-à-dire être moins dépendant du financement, de la durée, parce que c'est de plus en plus long de faire un film. Donc on passe énormément de temps à écrire, réécrire, etc. Et on a besoin de cette bouffée de liberté, de création, et ça passe par un nouveau modèle de production qui serait évidemment qui va pas remplacer celui qui existe, mais qui nous donnerait une bouffée d'air frais et de nouvelles possibilités de créer. Et ça, c'est effectivement un enjeu aujourd'hui extrêmement important et qui rejoint les préoccupations écologiques. Mais pas seulement. C'est ce qu'a fait Cavalier, par exemple. Et le dernier film de Lynch aussi a été fait en toute petite équipe. Il disait qu'il en avait marre de ces grandes équipes et tout ça, que c'était trop pesant, que ça l'empêchait. Voilà, donc il y a quelque chose à penser de ce côté-là. C'est en chemin, d'une certaine façon. Eh bien, super. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus, d'avoir porté la parole de la SRF. J'espère qu'on pourra faire le point dans quelques temps, où est-ce qu'on en est, donc s'il y a toujours du bœuf ou plus de bœuf à la cantine. Parce que j'ai bien vu que le bœuf c'était la viande de bœuf c'est une des choses les plus écocidaires, on le sait maintenant, hein. On le sait. Merci beaucoup à Merci à toi. Personnellement, vous êtes sur des projets, vous voulez en parler, dire deux, trois mots Moi, j'écris un film de fiction, donc je ne fais pas que des documentaires là, qui est en train d'être développé, comme on dit. C'est-à-dire, il est fini d'écrire et on commence à chercher les acteurs et les premiers financements. Voilà. Aïe. Ça va être un peu long. C'est un film qui est pas à petit budget tout à fait. Enfin, pour moi, en tout cas, à mon échelle, qui vient du documentaire, qui était bien financé, mais quand même, c'est pas un petit budget, donc ça va. C'est très long, c'est toujours très long. C'est très long. C'est très long. Toi, Elisabeth? Non, mais moi aussi j'écris pareil de la fiction, donc ça va être très long et on va voir. Voilà. Antoine? Pas mieux. Tout d'un coup, ça devient. Et David, est-ce que tu veux parler de tes projets? Quelqu'un demande? Non. Non, parce que. Non. Alors, mes projets, c'est. J'ai vu Toutes les voitures qui a dit des films punk. Et ben demain, à votre place, il y aura Didier Vampas. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Didier Vampas, qui sort Punk ouvrier. Son livre, qui sera là demain matin. Alors lui, dans le genre décroissant et dans le genre, première prise. Non, mais moi je suis dans le même cas que toi. Je suis sur une fiction. On va s'épauler. On va s'épauler ou alors on va se retrouver dans des concurrence forcément. Ça va être l'enfer. Alors tu passes à quelle commission? Ah non, attends, il y a machin. On essaye de s'organiser avec les copains, mais on n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais. Voilà. Donc ouais. Et j'avoue que moi, je suis quand même assez effaré par les sommes, puisque là, je parle de fiction, comme toi.
quand on vient du documentaire, il y a quand même un truc. Faut quand même payer les gens. Enfin, oui, bien sûr. Il y a aussi des bien conventions sûr. collectives, on n'en a Bien pas sûr. parlé, qui sont importantes. Qui sont importantes. Parce qu'on est, on est aussi pour la défense des gens qui travaillent sur le cinéma. Et les conventions collectives ont fixé des barèmes et des salaires minimums sur les plateaux. Et heureusement que ça existe, parce que sinon il y a des abus, il y a des gens qui font trop d'heures sup, etc. Enfin, Non, voilà, c'est ça qui coûte de l'argent. En fait. Ça, je suis d'accord. Mais que le casting génère finalement le financement, moi, ça m'étonne. Je pensais que c'était l'inverse, si tu veux. Non, maintenant c'est... Et je pensais que tu avais tant d'argent, tu pouvais avoir tel ou tel acteur. Non, c'est l'inverse. Et là, quand on commence à te sortir les fiches des acteurs et des actrices en te disant, je ne sais pas si vous connaissez cette application que les producteurs ont, moi je vais en parler parce que je trouve ça sidérant, où tu as non seulement le box-office de tel ou tel acteur ou telle actrice, mais tu as aussi, par exemple, un acteur inconnu qui a fait 2 millions d'entrées, mais en fait il a joué dans James Bond, et en fait il est à 0,2% dans le film, donc tu comprends que c'est un figurant. Bon, mais et que tu arrives avec un projet, tu portes une histoire et on te dit oui, mais alors si tu veux tel acteur. Après le cinéma de fiction, j'ai envie de dire aussi, il y a un jeu qu'il faut avoir envie de jouer. Si tu veux, je pense que quand tu penses que même Hitchcock, on lui a imposé, je crois, Julie Andrews au moment du Rideau déchiré, si tu veux, c'était déjà Hitchcock depuis 50 ans, si tu veux, il a jamais aimé Julie Andrews, il l'a jamais voulu, et elle est un total miscast dans son film, et pour autant, c'est ça, voilà. C'est ça, tu je vois. peux me prendre pour Hitchcock. Et donc, non mais, ce que je veux dire, c'est que... ça me fait plaisir. Ce que je veux dire, c'est que de tout temps... Quoi que sur le Mel Gaze, Hitchcock, c'est pas... non, c'est pas... ouais, c'est ça, attention à qui tu te compares. Attention. C'est bon. Non mais ce que je veux dire, c'est que de tout temps, le cinéma de fiction coûtant un certain prix a quand même été, c'est vrai, dépendant du casting. Et tout à l'heure, on parlait aussi des éventuelles censures de l'extrême droite sur le cinéma, et moi ça me faisait penser aux documentaires en tout cas des différentes façons. Ça me faisait penser au documentaire de Scorsese sur le cinéma américain, qui a déjà plus de 25 ans, ce documentaire, je crois, où il parlait des cinéastes contrebandiers, il parlait notamment de Fritz Lang, et de cette époque où, dans le cinéma américain, que ce soit au moment du macartisme ou au moment du Code Hays, il a fallu trouver des solutions de dire quand même des choses, et c'était en ça qu'ils étaient contrebandiers, c'est-à-dire que Fritz Lang, notamment, faisait semblant de faire un film policier, un film noir, ou je ne sais pas quoi, et derrière, il disait quelque chose, et c'était devenu une sorte d'art. Alors c'était merveilleux, ça a même donné une des plus belles scènes de baisers du cinéma dans Les Enchaînés d'Hitchcock, le fait que le Code Hays refusait des baisers de plus de 10 secondes, donc du coup il a fait 50 fois 10 secondes. Pour autant, ce sont des moments d'immense tristesse et de censure, même si une créativité peut en ressortir, et c'est vrai que si on revient vers ça, ça va être difficile, et on créera quand même, Mais on parlait aussi tout à l'heure des films à petit budget et de ce que tu viens de dire sur le mode de financement. La nouvelle vague, c'est ça. C'est la nouvelle vague vient contre la qualité française qui sclérose le cinéma avec beaucoup d'argent aussi, mais sur les plateaux, avec des acteurs qui sont figés, qui ont des marques au sol, etc. sans arrêt. Et c'est des films à très petit budget. Au début, la nouvelle vague, Les 400 coups, À bout de souffle, etc. C'est des films qui coûtent rien. Et peut-être qu'on est à l'aune d'un nouveau souffle, d'une certaine façon, qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière du cinéma français, qui effectivement est financé par des acteurs stars. Il faut avoir l'acteur avant d'avoir le financement, mais c'est compliqué parce que les acteurs ne nous considèrent que si nous-mêmes on a déjà quelque chose. Voilà. Et puis ça crée une relation marchande. Et le cinéaste n'a plus le pouvoir. Là aussi. Qui est pas très agréable. C'est ça. Mais bon, on en reparlera une autre fois. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci à toi. Et puis, tenez-nous au courant de la suite. Moi, je coupe et je dis à demain avec Didier Vampas. À 9h. Non, mais il y a quelqu'un qui dit Didier Vampas à 9h, il y a un truc qui cloche. Bah ouais, je me suis fait la même réflexion. Eh bien, il est bien courageux. Didier Vampas. Oui. Et toi d'ailleurs. Non, vous allez voir. Non, c'est un gars. C'est un gars c'est un travailleur. Hein. Il a pendant très longtemps, jusqu'à ses 50 ans, il était électro le jour à la RATP et le soir le roi de la scène. Et il a une hygiène de vie impeccable. À mon avis, demain à 9h, il va être en forme. Hein. Si, vous inquiétez pas. Bah ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci.